Bonsoir. Bonsoir. Je fais comment? Donc, je disais, ce soir, nous nous réunissons encore une fois, comme d'habitude, chaque lundi, pour parler d'un problème aussi passionnant en rapport avec les saints que le professeur Louis va nous présenter pendant 1 heure environ. Alors, la présentatrice est le professeur Louis Jetti, qui est spécialiste en imagerie médicale, qui est professeur agrégé en médecine de l'Université de Kinshasa. Alors, nous avons aussi fait appel à un panéliste, à la personne du professeur Alex Mutombo Baleka, qui est spécialiste en gynécologie oncologique et il est professeur agrégé de médecine à l'Université de Kinshasa. Et moi-même qui tiens la modération, c'est Dr Moyo Nancy. Je suis chef de travaux à la faculté de médecine de Kinshasa. Le professeur Louis va nous parler, va nous faire un état des lieux sur les pathologies mammaires et la classification Bayrat. C'est un sujet très intéressant, comme je disais, et je pense que tous les médecins spécialistes comme les assistants sont présents parce que c'est un problème qui nous concerne tous. Alors, professeur Louis, vous avez la parole. Merci beaucoup, docteur Nancy, pour la parole que tu m'accordes. Je dis bonsoir à tous les participants. Heureuse de vous savoir nombreux pour qu'on puisse partager effectivement qu'on puisse partager sur l'état des lieux des pathologies mammaires ainsi que la classification Bayrat. Je salue la présence du professeur Alex ainsi que du professeur Mata qui nous offre quand même ces cadres pour un partage. Je salue tous les aînés et je crois que le docteur Michel est déjà rentré. Et donc, tous ceux qui sont dedans, je vous dis tout simplement bonsoir à partir de Kinshasa. Alors, si vous regardez, j'ai déjà partagé mon écran. J'écris lundi parlant scénologie. En effet, nous parlons des radiologies. Et aujourd'hui, on va quand même se pencher un peu sur les seins que certains détestent, comme Sandra. Une femme qui déteste les seins, il faut quand même le faire. Alors, en effet, je pense que dans l'Assemblée, j'espère que le président de notre association, la Socorade, le docteur Jacques-Aimé Basebo-Zé Desjans est aussi avec nous, parce que sur le plan des protocoles qu'on a sur place, ou même ailleurs, surtout ici au Congo, on a de ce qu'on appelle du kiboudi, tous ces gens qui se prétendent échographistes et qui écrivent du n'importe quoi. Et donc, nous, en tant que radiologues, je crois qu'on doit se différencier un peu avec les autres, qu'on puisse mettre le terme, utiliser de vrais termes. C'est ainsi que nous allons parler de la classification Bayrat, comme plus tard, on parlera de la classification Thayrat pour la thyroïde, Payrat pour la prostate, ainsi de suite. Alors, donc, je vais essayer de bouger, mais ça ne bouge pas. Sorry, je suis en train de vouloir changer de... Ah, voilà, là, ça bouge. Alors, un petit plan. On va voir un peu d'anatomie du sein, hein, pas beaucoup, juste un peu. J'espère que le professeur Leboise nous a rejoint parce que je vais dire un petit mot sur l'anatomie pathologie. Il va nous dire cela, il va nous dire peut-être à la fin, il nous dira un petit mot dedans parce que dans la prise en charge du sein, il y a ce qu'on appelle la breast team, parce que dans la breast team, il y a et les radiologues et les pathologues et tout le reste, en fait, les gynécologues, les chirurgiens, tous ceux qui travaillent ou qui gravitent autour du sein. Et donc, l'anatomie pathologie prend une part très importante dans cette prise en charge. Et puis, on verra quelques principales maladies du sein, pas toutes, hein, impossible. On va voir quelques modalités diagnostiques en séno. Et là, c'est là où nous allons parler de la classification Bayrat, parce que c'est cette classification que nous utilisons, que ce soit en échographie, en radio ou en IRM. Et puis, on va voir quelques exercices pour faire une lecture adaptée. Alors, sur le plan de l'anatomie, on sait tous que le sein est étendu entre la clavicule, les selles et les milieux du sternum.
Et on sait que le sein, même si chez l'homme, le sein est encore, les enfants, les garçons naissent aussi avec le sein, mais on sait que déjà à partir de la puberté, à cause de l'imprégnation hormonale qui change, le sein du petit garçon va s'atrophier, alors que le sein de la jeune fille va prendre de l'ampleur jusqu'à bien se positionner au niveau de son thorax. Et ce sein-là, nous le compartimentons en 4 régions, chacune limitée. À droite, nous avons le cadran supérieur externe qui va de 9h à 12h et supérieur externe qui va de 1h à 3h. Et ça, ces éléments sont importants lorsqu'on décrit les lésions, parce que lorsqu'on fait un protocole et qu'on a vu une lésion à 8h, par exemple, lorsqu'on fait un follow-up, un contrôle, on doit se rendre compte de chercher la lésion primitive à 8h. Parce que si on retrouve une autre lésion à 10h, ça signifie que soit la lésion s'est étendue, ou qu'on ne l'avait pas vue, ou même qu'elle a apparu. Donc, la détermination des rayons est très importante. À gauche, nous avons le cadran supérieur externe qui va de 1h à 3h et la supérieure interne qui va de 9h à 12h. Alors, le sein est constitué de 10 à 15 canaux galactophores principaux. Je vais d'abord enlever, je m'excuse, je vais d'abord enlever ça, ça me gêne. Voilà. Alors, les seins est constitué de 10 à 15 canaux galactophores principaux. Ce sont les canaux qui vont s'aboucher au niveau du port mammillionnaire qui va faire soudre justement des liquides, que ce soit le lait ou autre. Et chaque canal principal s'allonge en se dilatant vers l'arrière, ce que nous appelons les sinus lactifères, et va se ramifier en canaux secondaires de moyen et de petits calibres jusqu'à ce qu'ils vont constituer ce que nous appelons l'unité terminale ductulo-lobulaire. Les éléments qui composent les seins, à côté, je crois qu'à mon extrémité droite, vous avez l'image du sein, où vous avez les lobules en bleu. Et ces lobules, comme nous avions dit, 10 à 15, 15 à 25 même, ces lobules font jonction avec les canaux galactophores, également 15 à 20, qui vont s'associer jusqu'à ce qu'ils vont se présenter au niveau du mamelon, et c'est par là que nous avons dit que les liquides vont sauter. Donc, le lait est produit dans les lobules. Et l'aréole mammaire, c'est juste la région qui est à côté du mamelon. C'est cette région qui est pigmentée. Et puis, nous avons les ligaments qui vont permettre la fixation du sein sur le thorax, notamment les ligaments de Cooper. C'est une région importante à regarder parce qu'en fait, c'est cette région qui fait que lorsqu'elle se lâche, les seins de femmes un peu plus âgées, d'un âge respectable, pas vieille dame, mais d'un âge respectable, vont chuter parce que les canaux, le ligament de Cooper vont se distendre pour faire tomber le sein. Alors, sur le plan de la vascularisation, c'est aussi important parce que lorsque nous faisons, par exemple, les biopsies mammaires, lorsque la lésion est à côté de l'artère mammaire interne, c'est une région qu'il faut faire avec précaution. Sinon, le patient va se mettre à saigner. Et il nous est arrivé, après une microbiopsie, on vous appelle à 3 heures du matin pour vous dire que la patiente continue à saigner. Et donc, l'artère thoracique interne, c'est l'artère qui prend pratiquement plus de la moitié du mamelon dans sa partie interne. Et puis, nous avons l'artère thoracique latérale, vous l'avez sur l'image. Puis, nous avons les autres. Et sur le plan veineux, le sang va se conduire sera récupéré par la veine cave supérieure, les canaux thoraciques, la veine thoracique interne, ainsi de suite. Le drainage lymphatique est important parce que surtout, je crois que le professeur Alex va en parler, dans la prise en charge du cancer de sein, le nombre de ganglions est important à voir parce que lorsqu'on fait une prise en charge du cancer de sein, il est important de compter aussi les nombres de ganglions. C'est ce qu'on appelle les ganglions sentinelles. Et la prise en compte des ganglions sentinelles est un élément très important dans le développement du cancer. Et donc, le drainage lymphatique est un élément très important. On a un drainage qui est purement mammaire, et puis on a un drainage à distance. Ce drainage est fait de groupe scapulaire inférieur et mammaire interne. Vous avez le groupe central huméral, le groupe subclaviculaire, le groupe claviculaire, ainsi de suite. Alors, ces ganglions on les divise en 3 niveaux. Les niveaux 1, c'est le niveau, je m'excuse parce que, permettez, je vais déplacer ça. Oui, ça me gênait un peu. Je m'excuse, je vais déplacer ça. Voilà. Donc, sur le plan ganglionnaire,
nous disons que nous avons 3 niveaux. Je suis embêté par mon ordinateur ici. Désolé, mon ordinateur me joue des tours. Je vais les trucs qui apparaissent là. Désolé, Sal, je suis bloqué. Il y a un mot qui est apparu qui bloque mon ordinateur. Je ne sais pas avancer. Je vais essayer de le... Voilà. C'est bon? Non, ça ne bouge pas. Attends, j'appelle par vidéo call, comme ça je vois ce que ça fait. Oui, ça écrit « Votre écran est en pause ». Qu'est-ce que je fais? C'est écrit « Votre écran est en pause ». Je fais quoi? Oui, prof. Je te montre l'image. Je peux voir l'écran. Attends, regarde. C'est écrit ça, c'est en jaune là. Votre écran est en pause. Et là, on peut cliquer. Attends, c'est écrit arrêtez le partage et votre écran est en pause. Donc, je n'ai que ça. J'arrête le partage et je recommence à reprendre le temps. Cliquer sur les liens seulement. Oui, et vous repartagez à partir de là où vous avez arrêté. Vous allez sur Diaporama. Diaporama, oui. Okay. Oui, super. C'est bon. Ouais. Désolé, hein. Alors, donc, je disais que sur le plan des ganglions, je disais que les ganglions, c'est un élément important à prendre en compte lorsque nous faisons nos protocoles. Parce que généralement, quand on lit les protocoles, on semble négliger un peu. On dit soit qu'il y a ganglion ou pas. Mais nous devons même compter le nombre de ganglions qui sont affectés. Et donc, au niveau 1, nous avons les ganglions qui sont situés à la partie externe du gland pectoral. Au niveau 2, ceux-là sont situés au niveau sous le muscle petit pectoral. Et les autres, le niveau 3, c'est ceux qui sont situés au niveau du partie interne du petit pectoral ou dans la région axillaire supérieure. Ce sont des parties très importantes à examiner lorsque nous faisons notre examen de sein. Et les autres parties, bien sûr, sous-claviculaires, sus-claviculaires, ganglion mammaire interne. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il m'est arrivé, moi, dans ma pratique, nous avons déjà vu une femme qui s'est présentée, que le gynécologue nous a envoyé pour ganglion, juste un ganglion au niveau axillaire. Et nous avons examiné tous les seins. Il n'y avait pas de lésion ni dans les seins, que ce soit à l'écho ou à la maman. Mais nous avons donc ponctionné le ganglion. C'était une métastase d'un carcinome, d'un adénocarcinome. Et l'adénocarcinome, sur le plan de l'écho et de la mammographie, va apparaître 9 mois après. Donc, vous voyez, ce sont des éléments, des régions très importantes à examiner. Alors, voilà donc les images où vous avez en rouge toutes ces plages de ganglions que nous devons absolument examiner lorsque nous faisons notre examen d'échographie mammaire ou de mammon. Alors, les seins, sous le plan de l'anatomopathologie, le sein est composé de cellules qui s'organisent en canaux galactophores et en lobules, comme on l'a montré tout à l'heure. Et ces deux éléments sont séparés du tissu des soutiens, qu'on appelle les tissus conjonctifs, par une membrane, la membrane basale. Cette membrane basale, c'est une partie très, très importante parce que, comme on sait que les cancers des seins naissent dans plus de 85%, ils naissent dans les canaux galactophores, et c'est seulement dans 10 à 15% qui naissent dans le lobule. La membrane basale est une partie très importante qui va donc permettre à ce que si cette membrane basale ici en rouge est traversée, lorsqu'elle est franchie, et ça, ce n'est pas nous les radiologues qui le voyons, ce sont les anatomes, les pathologistes qui vont le voir, lorsque cette membrane est franchie, donc on atteint les cas de cancer invasif ou infiltrant, mais lorsque la membrane basale reste intacte et que le cancer est contenu, là, on parlera de cancer, de carcinoma in situ. Et donc, cette membrane, j'aimerais que vous puissiez regarder sur l'image à droite que je présente ici. Vous voyez, en rouge, vous avez les cellules normales et les cellules cancéreuses qui sont dans la deuxième image, ce sont les cellules qui restent contenues dans les in situ, qui ne vont pas traverser. Et lorsqu'elles traversent, comme ici, vous voyez, lorsque la membrane elle est franchie, nous atteignons donc la membrane basale là. Lorsqu'elle est franchie, nous atteignons le carcinoma in situ. Cette membrane basale, elle joue plusieurs rôles, elle joue beaucoup de rôles, notamment dans la cicatrisation. Et donc là, j'aimerais peut-être qu'on va ouvrir un débat, parce que même si ce n'est pas encore, il y a, sur le plan de la littérature, c'est pauvre. Mais on a un débat ici, est-ce que la cicatrisation
adénomectomie ou quelque chose comme ça? Est-ce que lorsqu'on s'acharne sur tous les gynécologues, c'est pourquoi j'avais dit je vais leur lancer des pics, lorsqu'ils opèrent à tout venant tous ces kystes mammaires, est-ce qu'il n'y a pas risque plus tard que ces cicatrisations-là puissent créer justement un terrain propice pour le développement du cancer? Et je dis cela dans le sens où lorsqu'on voit qu'un canal galactophore est comme un tuyau et que lorsqu'on a opéré cette rupture-là, la cicatrisation, est-ce qu'elle ne se fait pas de façon inhomogène afin qu'on puisse avoir des dysplasies qui vont plus tard entraîner des cancers? Mais peut-être c'est un sujet à débat. Je crois que le professeur Leboise pourra nous dire un mot là-dessus. Et donc, les images que nous avons ici sont des images d'invasion où vous avez les cellules qui ont traversé et des cellules qui sont contenues dans le carcinoma in situ. Alors, si les cancers justement concernent les carcinomas in situ, concernent les canaux galactophores, on va parler des carcinomas in situ, et lorsqu'ils concernent les lobules, on parlera de carcinoma lobulaire in situ. Dans la majorité des cas, les cellules vont franchir la membrane basale, mais je l'ai déjà dit, lorsqu'elles franchissent la membrane basale, on parle de cancer invasif ou infiltrant, et lorsqu'elles restent, on parle de carcinoma in situ. Cette image, elle est très importante dans ma présentation. Pourquoi? Parce que lorsque nous, les radiologues, nous faisons des microbiopsies éco-guidées, nous allons, à travers l'échographie, nous localisons la masse et nous allons avec des petits pistolets que nous avons jusqu'au niveau de la masse. Et ces échantillons, nous les envoyons chez l'anatomopathologiste qui va donc examiner notre échantillon, qui va conclure soit à une tumeur et qui va grader la tumeur. Je vais vous montrer l'image tout à l'heure. Et donc, lorsque le pathologiste a répondu qu'il y a présence de la tumeur dans la masse, ce sera au tour du chirurgien, après qu'on ait fait les immunos, lorsqu'on a on a fait la cartographie du cancer, les chirurgiens ou les gynécologues oncologues vont donc prendre la masse pour l'extraire. Et c'est là que nous intervenons, dans le sens où, regardez la première image que je vous montre, nous avons une tumeur, mais avec les marges. Et ça, c'est un élément important à prendre en compte, parce que il y a une patiente qui est là en train de souffrir au moment où je vous parle, parce que le gynécologue oncologue, lorsqu'il a fait la mastectomie ou la nodulectomie, oui, il a d'abord fait la nodulectomie, il n'a pas pris en compte la notion des berges, des marges d'exérèse. Parce que ce qui se passe ailleurs, dans d'autres milieux où ils sont un peu plus équipés, si vous voulez, lorsque le clinicien, le gynécologue ou le chirurgien a enlevé la masse, il ne va pas refermer tout de suite. On prend la tumeur qu'on a enlevée, on la ramène au niveau de l'imagerie médicale, on prend la masse, on va la radiographier, on fait une mammographie avec cette masse pour voir le contenu des berges. Et aussi, au même moment, le pathologiste va également prendre la masse pour examiner les berges. Et donc, lorsque les berges sont contaminées, le chirurgien rentre dans la salle pour élargir l'espace. Parce que les marges doivent être indemnes. On ne doit pas avoir des cellules au niveau des marges. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé avec la femme dont je parle. Le chirurgien a enlevé la masse et vous savez, la réponse, on l'a eu un mois après pour qu'on dise que les berges étaient envahies par la tumeur, mais les chirurgiens avaient déjà refermé. Donc ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je voulais lancer un pic aux chirurgiens. Lorsque vous enlevez la masse, toujours prendre la précaution avant de refermer, de vérifier la notion des marges d'exérèse. Est-ce que les marges sont contaminées ou pas? Et donc ça, c'est les radiologues et l'anatomopathologue qui va nous répondre. Donc, c'est ce que je disais, hein, le cancer, après l'opération, toute la tumeur, lorsqu'elle est enlevée, le pathologiste doit absolument examiner ces berges. C'est ce que nous appelons la marge de sécurité. Alors, l'anatomopathologie, le professeur Leboise va donc nous reprendre. Il va nous reprendre en fonction de la gradation. Il va nous dire donc grade 1, si la tumeur est peu agressive, ça signifie quoi? Ça signifie qu'au niveau des cellules mammaires, on sait les reconnaître. Et généralement, c'est plus de 75%, on sait reconnaître les cellules mammaires, elles ne sont pas déformées. Lorsqu'on dit grade 2, la tumeur est intermédiaire, on sait quand même reconnaître des cellules, mais généralement, c'est 50-50. Et lorsqu'on dit grade 3, c'est que la tumeur est tellement agressive et les cellules sont complètement déformées qu'il est difficile de différencier les cellules mammaires des autres. Et nous, dans notre pratique, c'est surtout le grade 2 que nous voyons en priorité, plus de 70%, et les grades 3,
Après, le grade 1, c'est vraiment très rarement qu'on voit le grade 1, mais c'est surtout grade 2 et grade 3. Et qu'est-ce que nous allons faire? L'anatomopathologiste, docteur professeur Leboise va nous en parler. Lorsqu'il va nous répondre, il nous dira, bien sûr, la tumeur, elle est de grade 1 ou le grade 2 ou grade 3, mais il va demander des marqueurs biologiques. Et les marqueurs biologiques, un élément très important, parce que c'est à partir de ces marqueurs biologiques qu'on va déterminer quel est le traitement à appliquer. Et ici, chez nous, il y a beaucoup de marqueurs biologiques, mais chez nous, à Kinshasa, le professeur Leboise ne dose que 4. Il dose les récepteurs hormonaux, l'estrogène, la progestérone, les RH2 et le Ki67 pour voir l'agressivité de la masse. Mais ailleurs, ils ont encore d'autres marqueurs biologiques. À Kinshasa, on n'en a que 4. Si le professeur Leboise, je crois qu'il est dans la salle, il pourra peut-être nous dire pourquoi il ne dose que 4. Mais déjà, avec ces 4-là, c'est assez suffisant parce qu'alors, on va les classer en luminal A ou B, où généralement, maintenant, on met tous ces luminales A et B, on les met ensemble avec les triples négatifs. Et les triples négatifs, ce sont ceux qui seront une prédominance hormonale. C'est facile, le traitement va se faire sur base d'herceptine. Mais pour ceux qui sont triples négatifs, là, le traitement est assez difficile. Malheureusement, dans les cas chez nous ici, les triples négatifs, la plupart du temps, sont des jeunes femmes. Je crois que là, peut-être qu'on va entrer plus tard, on va en parler. On sait que dans les taux de cancer de sein chez nous, dans la race nord du moins, c'est surtout les femmes jeunes qui font les cancers de sein. Je crois qu'on va y revenir plus tard. Et donc, le diagnostic, le compte-rendu du pathologiste qui va nous répondre, il va nous parler de la taille de la tumeur, de la marge de sécurité, du type de la tumeur, la présence ou non de l'invasion, comme j'ai dit tout à l'heure. Il va grader son cancer, il va nous parler de l'absence des récepteurs hormonaux ou pas, et il va nous parler de surexpression RH2 ou de l'index Ki67 pour l'agressivité. Et donc, tout cela, c'est ce que nous appelons la carte d'identité du cancer. Tout cela est fondamental pour le traitement. Alors, maintenant, passons aux principales maladies du sein. Et donc là, je les ai classées en pathologie bénigne et pathologie non bénigne, pour ne pas faire trop de détails. Dans les pathologies bénignes du sein, nous parlons de calcification mammaire, en calcification étant comprise comme pathologie, parce qu'effectivement, il y a des cas où vous avez juste des calcifications sans autre masse, rien que des calcifications au niveau du sein. Et puis, nous avons d'autres affections bénignes qui sont des kystes ou des écoulements du mamelon, de n'importe quelle quantité, de n'importe quelle de taille. Nous avons des hyperplasies atypiques. Et même si les affections bénignes, les hyperplasies atypiques, ça c'est une discussion avec les anatomopatologistes, parce qu'ils disent qu'il y a les atypies, il y en a qui se cancérisent, mais du moins on les met dans les affections bénignes. Et puis nous avons des femmes qui vont se présenter pour des douleurs, vraiment douleurs. J'ai une femme comme ça qui a des fortes, depuis des années, pratiquement 2 ans que nous la suivons avec Dr Batalas, elle a des fortes douleurs, mais nous avons fait depuis 2 ans, on a tout fait, jusqu'à l'IRM, il n'y a pas de lésion, mais elle a seulement des douleurs. Et donc, on la soigne, le docteur Batalas, il la prend en charge pour des douleurs. On a des cas de nécrose adipeuse, de gynécomastie chez l'homme, d'ectasie des canaux galactophores, etc. Tout cela sont pris en compte comme maladies bénignes. Et puis, nous avons des tumeurs non cancéreuses comme le fibroadénome, le papilloma intracanalaire ou les tumeurs phyllodes. Alors, pour les papillomas, j'aimerais quand même dire un mot là-dessus, parce qu'il nous arrive souvent où on voit des collègues qui ont suspecté un papilloma intracanalaire, mais en réalité, lorsque nous regardons bien, on voit que le papilloma a quand même une particularité, c'est celle de s'accrocher à la paroi, et elle a une forme, un aspect tissulaire. Et alors, quand vous faites bien attention, vous allez vous rendre compte que même si c'est la même coloration, c'est écogène, mais il n'y a pas d'attache au niveau de la paroi, et surtout, vous avez comme des grumeaux. Et très souvent, on voit ça lorsqu'on a des grumeaux de graisse. Ça donne un diagnostic différentiel qu'on peut comparer avec un papilloma. Puis nous avons la tumeur phylloide. La tumeur phylloide, c'est rare, mais on dit que de temps en temps, on dit qu'elle peut prendre une forme maligne. C'est une tumeur vraiment à surveiller. Lorsqu'on l'a, on la surveille. Puis, on a des tumeurs cancéreuses rares, notamment les lipomes, adénomes, neurofibromes. Et là, j'aimerais parler quand même de pathologies chroniques comme la TBC. Parce qu'il nous est arrivé, malheureusement, il y a quelques années, où nous avons fait un protocole. On nous a transféré une patiente par une collègue
pour prise en charge d'une masse au niveau du sein. Et le collègue était convaincu que c'était un cancer. Effectivement, en examinant la patiente, on pouvait penser à un BI-RADS 4, mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui me disait que ça ne pouvait pas vraiment être un cancer. Et donc, j'avais insisté auprès du collègue de ne pas encore opérer la patiente. Et en ce moment-là, je faisais encore mes biopsies que j'envoyais en Belgique. C'était quand je faisais encore ma thèse. Et donc, j'ai pris la masse que j'ai envoyée. J'étais convaincu. J'avais quelque chose qui me disait que même si j'avais tous les caractéristiques d'un cancer, d'un BI-RADS 4, ce n'était pas un cancer. Et donc, j'ai dit à la collègue de patienter. Malheureusement, pour elle, la patiente avait très mal. Elle a quand même fait une mastectomie. Et donc, une semaine après, quand j'ai les résultats, c'était une tuberculose mammaire. Et donc, j'aimerais attirer l'attention des collègues qui sont en train de m'entendre que la tuberculose mammaire, j'ai une bonne 8 à 10 cas ou de cas où nous avons pensé à un cancer, mais c'était une tuberculose. Nous sommes en train de compiler ces cas-là pour une publication. Et donc, lorsque j'appelle la collègue pour lui dire la bonne nouvelle, que ce n'est pas un cancer, c'est une tuberculose, elle va me répondre qu'elle avait déjà fait une mastectomie. Vous voyez? Donc, nous devons quand même être assez rigoureux pour ne pas avoir la main trop facile pour enlever les seins, surtout que c'était une jeune femme de 36 ans. Alors, les pathologies non bénignes du sein, là, nous avons ce que nous appelons les tumeurs malignes. On a des carcinomes canalaires, et comme nous avons dit, les canalaires, c'est 85% de nos cas, où nous avons des carcinomas lobulaires. Nous avons les carcinomes inflammatoires du sein, et là aussi, c'est un élément important. Généralement, les carcinomes inflammatoires du sein, ce n'est pas des adénocarcinomes comme tels. Souvent, c'est les origines, ces carcinomes-là inflammatoires sont très agressifs. On les voit chez des jeunes femmes, et ce sont des femmes qui se présentent avec des éléments inflammatoires très importants. Malheureusement, on a vu sur place ici, à Kinshasa, des médecins qui ont opéré de tels cancers sans même avoir eu recours à d'autres éléments. Malheureusement, ce sont des cancers qui métastasent très rapidement. Et puis, nous avons les cancers des seins triple négatifs. Comme je l'ai dit, c'est un cancer qui est souvent vu chez nous, ici chez les jeunes femmes. Et dans notre étude, c'est 15% des cancers qu'on retrouve, où on retrouve le cancer triple négatif. Puis nous avons la maladie des Paget et des pathologies malignes un peu plus rares, comme les lymphomes diffus à grandes cellules. Mais tout ça, nous, les radiologues, nous voyons des masses. C'est l'anatomopathologiste qui va nous dire, cette masse que vous avez vue, BI-RADS 4 ou 5, c'est un lymphome à cellules B, c'est un sarcome, ainsi de suite. Donc, nous allons passer aux modalités diagnostiques en sénon. En échographie, en mammon et en IRM, nous utilisons la classification BI-RADS comme étant B comme breast, I comme imaging, RA comme reporting, A reporting and data system. C'est une classification initiée par l'association American College of Radiology, la SOCORAD des Américains. Et donc, ils ont empilé des images afin de pouvoir déterminer le type de lésions qui correspondent au type de pathologie. Et que ce soit pour la mammographie, pour l'échographie ou pour l'IRM, on classifie ces lésions en BI-RADS 1, 2, 3, 4, 5, 6, lorsqu'il s'agit des lésions, de déterminer les types de lésions, et on les classifie en 1, 2, 3, 4 ou A, B, C, D lorsqu'on est en train de parler des densités. Donc, pour les techniques, nous allons voir la mammographie. Sur le plan de la mammographie, c'est une technique rapidement. Docteur Nancy, si vous pouvez me dire combien de temps encore qu'il me reste? Docteur Nancy, j'ai déjà parlé combien de temps? Docteur Dadi, j'ai parlé combien de temps pour que je sois en symbiose avec mon chrono ici? Alors, la mammographie, c'est une technique. Docteur Dadi, tu me suis? Prof Dadi? Oui, je vous suis. Oui, je voulais savoir combien de minutes j'ai pour que je puisse être en symbiose avec mon timing. Il vous reste à peu près 20 minutes. 20? Tu es sûr? J'ai parlé 40 minutes, c'est pas vrai. OK. Donc, on va aller rapidement. La mammo, c'est une technique qu'on réalise avec cette machine, une machine comme ça. On prend le sein qu'on place sur la plaque, on va la comprimer. On fait donc 2 incidences, la crânio-caudale et l'oblique interne. Et on fait des incidences accessoires, notamment le profil, et des incidences adaptées qu'on appelle les Cléopatra, par exemple. Lorsque vous avez une masse entre les 2 seins, c'est difficile de les voir. Alors, vous allez faire une incidence complémentaire qu'on appelle Cléopatra. Voilà comment se présente la compression de la plaque, du sein sur la plaque. On comprime afin que
qu'on puisse minimiser en termes de rayons. On va aussi comprimer pour permettre une bonne immobilisation afin d'éviter le flux cinétique et le flux géométrique. Alors, voilà donc cette femme qui a la première image, c'est notre crânio-caudal, c'est un peu l'incidence de face. Et puis, nous avons l'incidence oblique pour faire le tour du sein. Lorsqu'on a ces deux incidences et qu'on a retrouvé la masse, c'est bon. Lorsqu'on a ces deux incidences, la masse n'est pas retrouvée, on fera donc une incidence complémentaire, comme j'ai dit, le Cléopâtre. Alors, sur cette incidence, il est important, comme nous avons dit tout à l'heure, le sein est un organe qui est plaqué sur la poitrine. Et donc, pour être sûr qu'on a vu tous les seins, il faut absolument voir l'image opaque que nous avons ici, qui est le muscle pectoral. Et donc, lorsque nous avons localisé le muscle pectoral, ça signifie qu'on a vu tous les seins. Lorsque le muscle pectoral n'est pas visualisé, ça signifie qu'on a coupé dans les seins. Et ça, c'est un élément très important qui risque de fausser le diagnostic, parce qu'il faut savoir que la majorité, plus de 85% des cas de cancer de sein, par exemple, se retrouvent dans la zone des tabacs. Et donc, lorsqu'on a coupé cette zone et qu'on a présenté la partie intérieure, on risque de dire mammographie normale alors qu'elle ne l'est pas. Alors, voilà donc les incidences qu'on fait en mammographie. L'incidence crânio-caudale, on les a mis ensemble, l'incidence oblique et l'incidence de profil. L'incidence de profil est surtout réalisée chez les hommes. Comme les seins est petit, on ne peut pas bien réaliser l'oblique, alors on va le faire une fois pour toutes en faisant un incident de profil. Les critères de réussite, on doit bien visualiser l'opacité du muscle, on doit bien visualiser le mamelon qui pointe et on doit voir le sillon mammaire inférieur et éviter des plicatures. Parce que lorsqu'on a des plicatures, on peut confondre avec des lésions et avoir un bon contraste entre le noir et les blancs. Nos pathologies tiennent compte des masses, des calcifications, des distorsions et des lésions de la peau. Alors, voilà donc ce que nous allons voir. Nous, les radiologues, nous allons objectiver. Lorsqu'on va examiner le sein, on va voir la forme. Elle est soit ronde, soit ovalaire, soit polylobée ou irrégulière. Et donc, c'est la forme qui est irrégulière et pas le contour. Le contour sera donc soit net, soit masqué, soit microlobulé, soit flou ou soit spiculé. Et la densité, on va la confondre, soit c'est une densité forte, elle est moyenne, elle est faible, ou une densité carrément graisseuse, elle peut aussi être mixte. Alors, dans les masses, à part les masses, nous avons aussi les calcifications. Et les calcifications, on en a de plusieurs types. Lorsque ce sont des calcifications typiques, on a des formes coralliformes. Les vasculaires sont importantes. Au mois de juin, lors du dernier congrès de la Société de l'imagerie de la femme, il y a eu des présentations en binôme où on a des équipes ont prouvé que lorsque les mammographies servent pour la détection des pathologies vasculaires, que lorsqu'on a examiné une mammographie et qu'on a vu des lésions vasculaires, toujours envoyer la patiente chez les cardiologues parce que ça signifie qu'il y a risque de pathologie cardiovasculaire. Nous avons des formes kystiques, dermiques, et sur le plan de la forme, elles peuvent être soit sédimentées en coquille d'œuf, punctiformes, irrégulières ou poudreuses. Et puis, selon la répartition, elles peuvent être soit éparses, on les voit réparties en vrac au niveau du sein, elles peuvent être en foyer, régional, sectoriel ou canalaire. Les microcalcifications, qui sont des dépôts, lorsqu'elles sont des dépôts de calcique dans des tissus, lorsqu'elles ont un diamètre inférieur à 1,5 mm, ce sont des microcalcifications et au-delà, ce sont des calcifications. Et pour les microcalcifications, on le regroupe en 5 groupes qu'on appelle la classification des légales. Parce qu'il nous arrive de fois où vous avez une patiente qui se présente et pour ces patientes-là, c'est souvent dans les dépistages qu'on le voit. Malheureusement, au Congo, c'est rare, c'est moins de 1%. Dans ma pratique, en tout cas, j'ai quand même l'idée sur tous les autres hôpitaux. C'est rare de voir une femme qui vient en consultation rien que pour un dépistage. Généralement, lorsqu'elle vient, c'est pour le diagnostic, il y a déjà des masses. Donc, les microcalcifications, c'est ce que nous allons facilement voir lorsqu'on fera des examens chez une femme qui vient pour un dépistage, qui n'a pas de masse. On va voir des masses, des lésions, des microcalcifications, soit de type 1, de type 2, de type 3, 4 ou 5. Et généralement, lorsque vous avez le type 5, ce sont les types vermiculaires qui ont une forme en bâtonnet. C'est ce groupe ici, ces microcalcifications-là, elles sont généralement 100% sont des microcalcifications malignes. Lorsque vous le voyez, même si vous n'avez pas de masse, vous suspectez déjà une pathologie maligne et vous envoyez la femme pour être examinée pour qu'on puisse faire une microbiopsie. Alors, nous voulons donc éviter de voir des patientes qui se présentent dans cette étape-là ou comme ça, où on vous amène des patientes, on vous dit de faire une mammographie sur une masse comme ça. C'est impossible. Comment nous faisons pour la lecture? Pour la lecture en séno,
nous avons deux options. Nous prenons la première option, nous examinons la densité mammaire. Et la deuxième option, nous examinons la lésion. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la densité, nous avons 4 types de densité. La densité A, c'est la densité des femmes plus âgées. La densité, ça signifie que ce sont des seins lipomateux. Et la densité 4 ou D, c'est les seins des jeunes femmes, où vous avez des seins tout blancs. Entre les deux, vous avez la densité type B, c'est-à-dire vous avez des seins avec tendance lipomateux. Et le type C, ce sont des seins qui vont se ressembler au type de D, c'est-à-dire des seins des femmes un peu plus jeunes, entre 30 et 45 ans. Et donc, ce sont des seins qui seront à tendance liquidien. Mais on va voir des images tout à l'heure. Et pour la lésion, nous allons voir, lorsqu'on nous dira lésion, lorsque nous n'avons aucune lésion, que nous avons examiné la patiente, on dira BI-RADS 1. Et lorsque nous avons vu des lésions, vraiment, nous sommes sûrs que c'est bénin, nous allons dire BI-RADS 2. Et lorsque nous disons BI-RADS 0, ça signifie que la modalité n'est pas suffisante. On doit ajouter d'autres éléments. Voilà donc, ici, j'ai présenté une image. Ça, c'est une petite fille de 16 ans qui s'est présentée avec ces gros seins. Mais en réalité, regardez, lorsqu'on fait une mammo, et ça, c'est là où nous allons justement parler avec les cliniciens. Tout à l'heure, il y avait une discussion. Est-ce qu'on doit demander une mammographie? On ne demande pas une mammographie chez des personnes de moins de 40 ans. Pourquoi? Parce que les seins des jeunes femmes sont des seins liquidiens. C'est rempli de liquide. Et donc, la lésion elle-même, la lésion en séno, c'est aussi une opacité. Et donc, lorsque vous examinez un sein opaque pareil, si vous avez une lésion qui est opaque, un cancer qui est opaque, vous n'allez pas le retrouver. Et donc, ne pas faire, parce qu'effectivement, nous avons encore des cliniciens qui nous envoient des jeunes femmes de 20, de 25 ans, de 30 ans pour faire une mammographie. On ne fait pas de mammographie chez les femmes jeunes parce que leurs seins sont denses. Et lorsque les seins sont denses, c'est-à-dire opaques, on ne peut pas voir des images. Ici, nous avons l'image que j'ai mise ici, c'est un homme, jeune homme de 42 ans, un militaire, qui est revenu du front parce qu'il a vu une masse dans son sein. Il est allé se faire des scarifications, mais il a plutôt renforcé la lésion et donc il est arrivé en mauvais état ici à Kinshasa. Ça, c'est une image, une deuxième image. Ici, pour la première image, vous avez une gigantomastie. L'image ici, c'est une gigantomastie où vous avez une gigantomastie. La jeune fille, et quand vous faites l'examen de sein à l'échographie, c'est une glande mammaire, mais une glande mammaire qui n'a pas de dilatation de canal urinaire, qui est tout simplement plus épaisse que l'autre. Alors qu'ici, pour le deuxième cas, ici c'est inverse, c'est une jeune fille de 19 ans. Pour elle, c'était la grosse masse que vous voyez, ce n'est pas une gigantomastie. Ici, dans ce cas d'espèce, c'est un gros galactocète. En fait, c'est une jeune femme qui a mis au monde et donc qui a allaité avec qu'un seul sein. Et donc, le liquide s'est accumulé jusqu'à ce que vous ayez vu ça. Et donc, l'image que vous voyez en bas, j'ai dû aspirer tout ce lait. Et vous voyez, nous avons plus ou moins repris de la forme. Mais ici, la forme, c'est un sein qui est complètement déformé. Ici, il faut une chirurgie pour essayer d'équilibrer la masse. Donc, pour le sein, nous avons deux types de composantes. Nous avons la composante adipeuse qui est donc radiotransparente et la composante fibroglandulaire qui est opaque. Et donc, qu'est-ce que nous faisons? Lorsqu'on fait pour la densité mammaire, nous faisons tout simplement un problème c'est tout simplement un problème de rapport. Nous faisons un rapport entre la partie radiotransparente et la partie hydrique. Alors, par rapport à la composante, nous allons donc voir tout ce qui est noir sur 100% que représente le noir et sur 100% que représente le blanc. Si le blanc est au-delà de 75%, par exemple, je dirais ici, je suis dans un terrain où nous avons un terrain liquidien. Et regardez, là, nous avons le sein, les tissus extrêmement denses. Et dans les seins, tissus extrêmement denses, regardez, le rapport liquide est de 90%. Et la graisse, c'est juste 10%. Pour le type 1, le rapport de la graisse est de 90% et le liquide est de 10%. C'est juste un problème de comparaison. C'est pourquoi de temps en temps, ça peut être plus ou moins subjectif, mais avec des limites quand même, avec des marges. Donc, qu'est-ce que je fais donc quand je vais examiner? Je commence par la densité. J'examine déjà mes seins. Quand je regarde que
première chose, je regarde que mes seins sont tout à fait clairs, c'est-à-dire tout à fait noirs, je vais les classer dans l'ACR 1 ou A. Et quand les seins sont tout à fait blancs, j'ai quand même un peu de graisse, parce que la graisse, nous avons vu tout à l'heure le lobule qui était entouré de graisse. Si le liquide est plus le blanc est plus de 75%, je le mets en 4. Et ça signifie deux âges aussi. Supposons que j'ai une femme qui a 70 ans, mais j'ai des seins de type liquidien, il y a un souci, ce n'est pas normal. Ou que j'ai une jeune fille de 25 ans, mais je regarde ses seins, la tendance est lipomateuse, c'est aussi pas normal. Donc, je vais dire ACR1, mais ce n'est pas normal. Ça signifie une jeune femme comme ça, elle a un problème hormonal, il y a probablement une ménopause précoce qui est en train de s'annoncer. Et j'ai vu beaucoup de cas comme ça. Alors, donc, qu'est-ce que nous allons retenir? Nous allons retenir que la mammographie va apprécier le degré de densité mammaire. La mammographie va donc nous permettre de faire la différence entre le blanc et le noir. Voilà donc les images que je vous présente. Première image, regardez, nous avons dit on a 4 types. Pour le type 4, vous voyez qu'il est tout, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est juste un problème de rapport. Si on fait un rapport entre le blanc que nous avons ici avec le noir, ici le rapport est largement au-delà de 75%. Et donc ici, ce sont des seins de jeunes filles de moins de 30 ans. Et quand je prends le type 1 ou le type A, vous voyez, c'est un sein tout blanc. Et regardez ces seins, déjà je me dis que ce sein est tout noir parce que c'est un sein de femme plus âgée. Et ici, on est au-delà de 50 ans. Regardez, si on fait la comparaison entre notre sein qui est tout graisseux avec le muscle pectoral sur lequel il s'est adossé, on voit qu'il y a une grande différence. Donc ici, c'est le type 1. J'attends donc chez une femme de 50 ans d'avoir des seins pareils. Et chez une jeune fille de moins de 30 ans, j'attends d'avoir des seins pareils. Si donc j'ai une femme de 50 ans qui se présente avec des seins pareils, des seins de type 4, il y a un souci. Et c'est là où nous parlons de cancer d'intervalle, parce que ce sont des cancers qui sont cachés. Et regardez le type 2. Le type 2, ce sont des femmes entre 45 et entre 40, déjà 40 jusqu'à 50 ans, on a des seins pareils. Parce qu'en ce moment-là, l'involution adipeuse commence déjà à 30, à 35 ans, l'involution adipeuse commence, et donc vous avez ces seins-là. Et puis vous avez le sein qui est de femmes entre 30 et 39 ans par là, vous avez ces seins ici. Pour la lésion, qu'est-ce que je fais? Là, je vous ai dit que nous avons 6. Dans la classification Bhairath, et ça, il y a même un débat là-dessus, vous allez voir qu'il y a des gens qui écrivent ACR, mais c'est juste pour dire la même chose. Vous avez mis ACR ou Bhairath, c'est la même chose. ACR, c'est souvent les francophones qui utilisent ce terme-là, mais les anglophones préfèrent utiliser le terme Bhairath, mais c'est pour dire exactement la même chose. Et donc, quand on dira, après avoir examiné notre patient, nous allons dire Bhairath 1, ça signifie que nous n'avons pas vu des lésions. Quand on dira Bhairath 2, nous avons vu quand même des lésions, mais ce sont des lésions bénignes à plus de 95%. Quand nous dirons Bhairath 3, ça signifie qu'on a des lésions probablement bénignes. Et qu'est-ce qu'on fait? L'attitude, on dit aux patients de rentrer, revenir dans 4 mois. Mais personnellement, dans ma pratique, lorsque j'ai un Bhairath 3, je fais quand même une microbiopsie. Et dans les Bhairath 4, là, on a une lésion suspecte de malignité à plus de 85%. On doit faire une microbiopsie. Quand c'est 5, on a des lésions, pratiquement c'est du Bhairath 4 plus des microcalcifications. On doit également faire la microbiopsie. Quand on dit Bhairath 6, ça signifie que c'est un cas qui est déjà documenté, on a même déjà opéré, on est en follow-up. Lorsque nous disons, vous nous lisez, nous disons Bhairath 0, ça signifie qu'on a une difficulté de trancher. Et là, c'est lorsque nous examinons par exemple une mammographie, on vous envoie une mammographie d'une jeune femme de 30 ans, on voit comme ça, mais il nous arrive de faire des mammographies chez les jeunes filles de 30 ans lorsqu'on a un cas de cancer dans la famille, soit chez la maman, ou du côté de papa, nous faisons quand même une mammographie, mais dans ce cas-là, c'est pour rechercher des microcalcifications. Et donc, lorsqu'on fait de tels genres d'examens et qu'on ne sait pas avancer, on écrira Bhairath 0, ça signifie qu'on ne peut pas trancher, il faut une modalité complémentaire. Voilà donc, je ne vais pas le dire, sinon on va perdre beaucoup de temps. Ici, j'ai repris tout ce qu'il y en a comme élément pour parler de Bhairath 2, par exemple. Quand on a une opacité ronde, quand on a un ganglion intramammaire, quand on a une opacité ronde, donc ce qui est blanc qui est rond, qui correspond à un kyste atypique, quand on a une image de densité graisseuse mixte, quand on a des cicatrices
cicatrices, on voit des cicatrices. Donc, tous ces éléments, je ne vais pas trop les citer pour ne pas perdre de temps, mais je les ai ici. Vous allez parler donc de BI-RADS 2. On a des images avec de contours bien circonscrits. On est dans les BI-RADS 2. Dans les BI-RADS 3, on a quand même des microcalcifications qui sont rondes ou punctiformes. Mais ici, il y a quelque chose qui attire notre attention, c'est une asymétrie des densités. Et donc, on a une asymétrie des densités. On voit, comme nous avons dit, on fait pour la mammographie, lorsqu'on fait, des incidences face, oblique ou profil, lorsqu'on a encore des hésitations, on se met dans les BI-RADS 3 et qu'est-ce qu'on fait? On demande de revoir le patient après 3 mois et lorsque l'image continue, on le revoit encore après 4 mois. Après une année, on va soit le rétrograder en disant qu'on va le rétrograder en BI-RADS 2. Mais moi, ce que je fais, lorsque j'ai une hésitation pareille, je préfère directement y aller. Je ne perds rien en y faisant. Et des fois, il m'arrive qu'on ait quand même tous les éléments de BI-RADS 3, mais pourtant, quand on fait la mammographie, on fait la biopsie, on nous répond que c'est un BI-RADS, c'est un cancer. Et dans les BI-RADS 4 et 5, là, vous avez beaucoup plus de lésions qui sont parlantes. Vous avez des microcalcifications, comme on a montré tout à l'heure, qui sont punctiformes, nombreuses, qui sont groupées. Vous avez des images spiculées avec un centre. Vous avez des opacités qui sont liquides, mais c'est surtout le contour qui sont masqués. Lorsque vous avez des images comme ça, avec une distorsion architecturale, là, ce n'est pas du 100%, mais c'est presque du 100%. Lorsque vous avez une distorsion architecturale, c'est quelqu'un qui n'a jamais été opéré. Vous pouvez penser directement, dire que c'est un cancer. Et surtout, si s'ajoute une asymétrie, vous êtes dans le cancer. Et lorsque vous avez un BI-RADS 5, vous avez une anomalie évocatrice de cancer. Comme je l'ai dit, le 4 et le 5, c'est pratiquement les mêmes éléments, mais dans les 5, vous avez encore un peu plus de microcalcifications. Alors, ça, c'est la mammographie d'un homme. Vous voyez, il y a juste un peu de sein atrophié. Et ça, c'est une petite fille de 3 ou 4 ans, prémature TLH. On en voit beaucoup tout à l'heure. J'ai entendu la discussion. Il m'est arrivé effectivement qu'on nous ait amené, qu'un pédiatre nous ait envoyé un enfant de 2 ans parce qu'un infirmier voulait opérer un cancer de sein. Et donc, lorsque nous avons examiné le sein, c'était tout simplement une prémature TLH. Nous avons dû expliquer à la maman que ce n'était pas le cancer, ainsi de suite. Donc, ce sont des choses qui arrivent tout le temps. Et donc, c'est une masse glandulaire que vous voyez, mais vraiment une glande comme une glande d'adulte avec des canaux galactophores qui sont déjà bien développés. Et vous tranquillisez tout simplement la maman en lui disant, généralement, de tels enfants sont des enfants qui auront même leur prématurité au niveau des ménages. Et donc, vous expliquez tout simplement à la maman. La préférence des cadrans pour le cancer de sein, c'est 50% dans les cadrans supéro-externes. Alors, pour les critères, je vais passer pour ça. Ah, donc, quand nous disons donc, ça, je l'avais déjà dit, je passe. Alors, ici, pour les pathologies, quelques éléments. Pour les images élémentaires anormales, lorsque nous avons de nombreuses microcalcifications qui sont éparses, on pense à des séquelles d'infection en plasmicite. C'est l'image que j'ai présentée ici. Vous voyez, quand on voit des microcalcifications, on risque de se dire, non, mais ces calcifications, elles sont tellement éparses et même leur configuration montre que ce sont plutôt des microcalcifications au niveau du canal galactophore. Regardez la configuration. Et donc, c'est bénin. La deuxième image, la même chose, vous avez une macrocalcification. On a une image, regardez, on a une belle image, une belle opacité bien ovale, avec des contours bien nets, avec cette calcification qui, plus ou moins, pas des microcalcifications. C'est également une image bénigne quand vous l'avez. La troisième image, c'est une image ACR 4 ou densité 4, parce que vous voyez, c'est un sein tout blanc, donc plein de liquide. Ici, c'est un sein qui a plus de 90% de tissu liquidien. Et donc, ici, c'est fait exprès, regardez, on voit un lipome, parce qu'il est bien visualisé, parce qu'il est dans, c'est tout simplement un problème de rapport, comme on a du liquide, et donc la chose qui est vue noire, c'est tout simplement un lipome. Ici, c'est un cas des lipomes. Donc, ce sont des seins à des densités ACR4, mais la lésion ici, elle est BI-RADS 2. Pour les pathologies mammaires, lorsqu'on découvre une opacité, lorsqu'on a la taille, la forme, la densité, le contour, le nombre et la bilarité, la bilatéralité, on va suspecter le cancer de sein. Surtout lorsqu'on a un désordre architectural, comme je l'ai dit tout à l'heure, cela va aussi nous induire vers le cancer de sein. Voilà donc une image où nous avons sur le plan de la densité, sur le plan de la densité, c'est densité de type 1 ou A. Pourquoi? Parce que si on compare tout simplement, comme on a dit tout à l'heure, on compare le blanc et le noir,
ici, le sein est plus noir que blanc. Et si on fait un rapport, ici, je dirais qu'on a dans le rapport, si j'additionne les blancs que nous avons ici, c'est peut-être 10 à 15%, c'est long. Mais on a quand même plus de 75% du noir. Et donc, ici, on est dans un tableau d'ACR1. Et sur le plan maintenant de la lésion, regardez, nous avons une grosse masse. Ça, c'est à droite et ça, c'est à gauche. Regardez, on a une grosse masse opaque. Mais regardez ce qui nous frappe ici. Regardez, c'est le contour. Le contour sont spiculés. Regardez, on a des contours spiculés. Déjà, rien qu'à voir ça. Et autour, regardez, on a cette distorsion architecturale. On n'a pas cette bonne régularité des images. Lorsqu'on a cela, on est déjà directement dans les Bayrad 4. Et ici, je dirais donc Bayrad 4 parce que je n'ai pas des micro-classifications. L'image aussi à gauche, nous avons une grosse opacité. Regardez la même chose, le contour, au lieu d'être régulier, ici, le contour sont spiculés. Dès que vous avez des spicules comme ça, avec une grosse image pareille, un désordre architectural, ici, il y a même une rétraction du mamelon. Vous êtes tout simplement dans un tableau de cancer. Et ici, détermination, aussi, c'est un Bayrad 4. Donc, conclusion, lésion, la densité mammaire ACR1 ou A, et ça, c'est pour la densité, et pour la lésion, Bayrad 4. Une autre image. Ici, nous avons une image. Regardez, si on prend sur le plan de la densité, si on compare, on prend proportion encore, on prend le blanc qu'on va comparer avec le noir. Ici, je dirais qu'il y a plus de blanc que de noir dans la proportion. Peut-être, on va mettre 60 pour le blanc et 40 pour le noir. Et donc, je vais dire densité ACR3. Et pour la lésion, ici, j'ai une bonne régularité. Regardez, c'est le même sein. Ça, c'est l'incidence crânio-caudale et ça, c'est l'incidence oblique. C'est une bonne incidence où on voit bien les muscles pectoraux avec la région de Tabar. Les seins sont tellement harmonieux. Regardez, il y a même une régularité au niveau des fibrilles. La glande mammaire, elle est tellement bien présentée. Ici, sur le plan de la lésion, c'est Bayrad 1. Ça signifie qu'il n'y a pas de lésion. Je continue. Ici, sur le plan de la densité, regardez, l'involution adipeuse commence entre 30 et 35 ans. Ça signifie que la glande mammaire, les lobules fondent. Et quand les lobules qui contiennent le liquide vont fondre, qu'est-ce qui va remplacer? C'est la graisse qui est tout autour qui va remplacer. Et donc, ça signifie que le sein garde son volume, mais seulement il devient un peu plus flasque parce que l'espace est occupé par de la graisse. Alors, si on prend, l'involution adipeuse n'est pas symétrique. Si on regarde, c'est la même chez la même femme. L'involution adipeuse à droite, elle est plus accentuée qu'à gauche. Mais sur le plan de la densité, ça reste pareil. Quand on regarde, je fais un rapport, le blanc, c'est quand même moins de 20%, et les noirs, c'est plus de 80%. Donc ici, sur le plan de la densité, c'est une femme au-delà de 50 ans, j'ai une densité de type ACR1. Et sur le plan de la lésion, regardez, la même chose, sur le plan de la lésion, je dirais que c'est Bayrad 1, parce que ici, il n'y a pas de lésion, quoi, il n'y a pas de lésion. La même chose à gauche. Si je prends l'image, je compare, je dirais aussi la même chose que sur le plan de la densité. J'ai plus de noir que de blanc. Et donc, je suis dans l'ACR1 ou A, pas de lésion. Même si on voit tout ça sont des adénopathies, et lorsqu'on le voit qui sont si pleins, ce sont des adénopathies qui ne sont pas suspectes. Alors, on passe à une autre image. Sur le plan de la densité, je dirais ACR1, parce que si je compare le blanc du sein, pas comparer le blanc du sein avec le muscle est en dehors de notre histoire, c'est le sein. Donc, je compare le sein sur le plan de la densité, j'ai pratiquement moins de 5%. Si je prends ces blancs, moins de 5%. Je suis déjà dans l'ACR1. Et sur le plan de la lésion, aussi Bayrad 4, parce que j'ai une grosse opacité avec de contours spéculés, et donc j'ai Bayrad 4. Tout ça, c'est pour la radiographie. Je vais rapidement passer sur le plan de l'échographie. Sur le plan de l'échographie, beaucoup qui sont entre nous dans le chat font déjà de l'échographie. Mais sur le plan de l'IRM, nous le pratiquons surtout ici au Congo. L'IRM n'est pas beaucoup demandé. D'abord, ça coûte cher et puis ça n'apporte pas grand-chose sur ce que nous pouvons déjà faire en écho et en radio. Et donc, on va surtout les demander chez les jeunes personnes lorsqu'on a des cas de suspicion de mutation génétique. Dans ces cas-là, nous le demandons. C'est-à-dire, il y a déjà un patient, un parent, ou dès qu'on a minimum 3 personnes autour de la personne qui ont fait le cancer, nous suspectons et nous demandons une IRM. Il y a quelques mois, ou l'année passée, je crois, nous avons eu une petite fille de 14 ans
chez qui nous avons diagnostiqué un cancer de sein, mais qui avait sa grande sœur de 21 ans qui était morte 4 mois avant de cancer de sein, sa tante, la petite sœur de son papa, qui était morte 1 année avant de cancer de sein. Et donc, chez une patiente comme ça, il était important de faire non seulement un test génétique, mais également faire une IRM. Mais pour problème de moyens, cette petite n'a pas pu faire l'IRM. C'est seulement dans des cas comme ça où l'IRM est importante. Et pour l'échographie, on va rapidement passer, vraiment parce que ce sont des choses qu'on fait tous les jours. On fait avec une sonde de haute fréquence. La patiente est couchée. Les images, je vais rapidement passer aux images. L'image que nous avons au-dessus à droite, regardez, ça c'est une image sur le plan de la densité. Ici, on dira pour la densité, la même chose. Hein, on fait la même procédure. Si je n'ai que ça, ici, je n'ai qu'une portion de passe. Mais je dois examiner tous les seins. Je fais aussi le comparatif entre le blanc et le noir, pour dire où est-ce que je suis. Et la densité est de 1 à 4. Et ici, regardez, nous avons une image. Et pour l'échographie, c'est maintenant ici, nous avons une image noire. Donc, une image hypoéchogène. Mais regardez, c'est une image qui a un grand axe dans le sens perpendiculaire à la peau. Et surtout, regardez le contour. Ce sont des contours spiculés. Lorsque vous avez des contours spiculés comme ça, vous êtes dans plus de 80% de suspicion de cancer de sein. Et donc ici, je mettrai également BI-RADS 4 parce que je ne vois pas des microcalcifications. L'image en bas, c'est une image, elle, qui est bénigne. Parce que regardez, nous avons une image aussi hypoéchogène, mais regardez, le grand axe est dans le sens parallèle à la peau. Lorsque le sens est parallèle à la peau, avec des contours qui sont bien circonscrits, on est probablement dans la bénignité. Alors, on va donc examiner cela. Je vais passer rapidement. Alors, on va voir quelques pathologies, notamment lorsque vous avez des lésions classées BI-RADS 2, vous avez des contours bien circonscrits. Regardez ici, on a fait un comparatif entre une mammo et une échographie. Regardez l'image que nous voyons en mammo. Vous avez une opacité avec des contours. Vous voyez, des contours sont quand même bien lobulés, bien circonscrits. Et quand on fait l'échographie, on voit que c'était tout simplement des cas de kyste. Ici, la même chose. Regardez, à la mammographie, on a une opacité avec des contours bien nets, pas spiculés comme on a vu avec les autres. Et quand on fait l'échographie, on voit que c'est tout simplement une image kystique. Ici, un peu plus accentué alors, où vous avez des images, vous voyez, des petites images. Ça, on a vu tout à l'heure, une autre image où vous avez les grands axes perpendiculaires à la peau avec des contours qui sont spiculés. Vous êtes donc dans les cancers. Alors, sur le plan de l'IRM, comme je l'ai dit, généralement, on fait chez des jeunes personnes avec des masses difficiles à étiqueter en échographie. Lorsqu'on a des antécédents avec 3 personnes et lorsqu'on a des cas de mutation génétique, on ne fait pas beaucoup de séquences. Généralement, on fait un T1, un T2, on fait une suppression des graisses, une diffusion in spectro. Mais pour les cas d'IRM, généralement, en tout cas à la KUL, lorsque nous avons des suspicions et que, par exemple, on a des personnes chez les généticiens qui nous l'ont envoyé, directement, on faisait des IRM pour les mettre, pour faire un suivi. Mais vous imaginez ici chez nous, si on doit faire des suivis dans des IRM qui coûtent $400, ce sont des choses que nous ne pouvons pas faire. Et donc, les IRM nous aident quand même dans des cas, lorsqu'on a des cas, par exemple, vous avez des masses que vous ne savez pas bien déterminer en écho ou en mammo, et lorsque vous faites une grosse masse, vous faites un FAT-SAT, vous enlevez toute la graisse. Si c'était une masse graisseuse, elle va disparaître. Et pour la diffusion, même lorsqu'on est pour la diffusion, ce sont des masses aussi qui réagissent, qui vont nous mettre sur la voie pour savoir si c'est une masse bénigne ou une masse maligne. Et lorsqu'on fait des injections, on sait aussi voir les types de courbes qui se présentent à nous pour savoir si on a soit un wash-out ou un wash-in pour savoir si c'est une masse maligne ou une masse bénigne. Mais ici, sur place à Kinshasa, on ne fait pas beaucoup d'IRM, tout simplement à cause du coût aussi, mais également non seulement le coût, mais aussi il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux qui ont des IRM. Ici, chez nous, je crois qu'il y en a 2 ou 3 seulement qui ont des IRM, et pour des IRM, à Bachan, on ne peut pas les faire. Donc, même l'IRM qu'on vient actuellement, au Conchette, on vient d'amener un IRM, mais c'est un 0,4, on sait qu'on ne saura pas faire les IRM avec ça. Alors, donc, pour terminer, nous allons passer en revue quelques images. Nous allons regarder ensemble et on va se donner 5 minutes
pour qu'on puisse se faire une idée. Ici, nous avons un sein avec des opacités conjonctivo-glandulaires et on regarde ces deux seins. A priori, on risque de croire qu'il y a des images, mais quand on regarde, en fait, c'est tout simplement de la graisse. Et c'est aussi un bayrad. Chacun répond là où il est. Sur le plan de... On va faire un petit exercice pour terminer. Donc, sur le plan de la densité type 4, d'accord? Et sur le plan de la lésion, bayrad 1. On passe. Ici, nous avons des macrocalcifications, mais sans opacité. Alors, on va faire la même chose. Je vous ai dit qu'au mois de juin, nous avons assisté à une conférence où désormais, lorsque vous avez des macrocalcifications vasculaires au niveau de la mammographie, toujours envoyer ces patients en consultation en cardiologie. Et donc, nous, quand nous les avons, nous allons donc conclure à bayrad 2, bénin, et nous envoyons chez les pathologues. Une autre maladie, là on est en échographie encore, on a une image kystique, une opacité. On va continuer sur le plan de la densité. On réfléchit, densité 4, et sur le plan de la lésion, bayrad 2. Important aussi, ce sont les cicatrices. Et regardez, ça sont des cicatrices où on a laissé des clips, et souvent des cicatrices peuvent être confondues avec des lésions. Et là, c'est que nous mettons, généralement, nous mettons 2 quand on est sûr que c'est quelqu'un qu'on a opéré. Lorsque vous n'êtes pas sûr, vous mettez 3. On a des macrocalcifications que nous étiquetons également bayrad 2. Ces microcalcifications sont des microcalcifications qui doivent attirer l'attention. Lorsqu'ils sont groupés, vous voyez, ils sont groupés, des microcalcifications pareilles groupées, même sans masse, suspectez une lésion de cancer et vous l'envoyez chez le radiologue afin de faire une microbiopsie. Et ici, c'est une microbiopsie qu'on fera soit avec soit un mammotome, soit la mammographie, mais ça, nous ne faisons pas encore chez nous parce que nous n'avons pas de matériel pour ça. Et donc, quand nous avons des images comme ça, ici, c'est encore difficile à les prendre en charge. Cette image, c'est une image qui est évocatrice d'un cancer. Regardez, ici, nous avons non seulement des microcalcifications, mais également tous ces contours. Et ici, c'est un bayrad 5 sur un terrain où nous avons ACR, le type 2, mais c'est un bayrad 5. Je pense que je vais m'arrêter par là. J'ai consommé assez de temps. Peut-être qu'avec la discussion, je vais remettre la parole au docteur Nancy. En conclusion, ce que nous pouvons retenir, c'est que sur le plan de la scénologie, nous utilisons l'échographie, la mammo et l'IRM en utilisant la classification bayrad qui nous aide à déterminer le type du sein, le type de sein que nous avons devant nous, parce que on doit d'abord mettre la femme dans son type de sein. Une femme qui a 60 ans et qui se présente avec un type bas, c'est-à-dire un type 4 par exemple, ce n'est pas normal. Ce sont des seins qui cachent des cancers. Ou une jeune fille de 25 ans par exemple qui se présente chez vous. Vous commencez par examiner le sein et vous avez un sein de type 1. C'est très important de dire à cette femme qu'elle a un problème sérieux. Et si je dis cela, c'est parce que dans ma pratique, j'ai l'enfant d'une de mes amies qui effectivement, j'ai identifié. Elle s'est mariée, pas d'enfant, et donc on fait tous les tests on fait le test hormonal, et là, un taux très bas d'hormones, et en mammographie, les seins étaient trop denses, étaient tout noirs, vraiment comme les seins de vieilles femmes. Et à partir de là, donc j'ai commencé, j'ai dit aux femmes, lorsque vous avez un problème de suspicion, que vous avez un problème désir de maternité, toujours suggérer qu'on puisse quand même jeter un coup d'œil au niveau de la maman, parce que lorsqu'il y en a un sein trop dense, ça signifie que cette femme-là va faire une ménopause très précoce et pour attirer quand même l'attention. Et sur le plan des lésions, lorsque nous avons une lésion 1, ça signifie qu'il n'y a pas de lésion. Lorsqu'on a un 6, ça signifie que c'est un follow-up, tout simplement, on est en train de suivre. Voilà un peu ce que j'allais dire. Je pense que j'ai dû sauter beaucoup de dias on ne peut pas, en tout cas, tout ce que j'ai réuni, on ne peut pas les présenter en 1 heure, je suis désolé. Et donc, peut-être que
Aujourd'hui, j'étais seulement un bouche-trou du professeur Mata. Peut-être qu'on nous donnera une autre occasion pour discuter un peu pour le reste. Voilà, je remets donc la parole au docteur Nancy. Merci. Docteur Nancy. Oh oh. Il y a quelqu'un? Oui, oui, oui. Oui, docteur Nancy, je te remets la parole. Oui, je te remets la parole. En tout cas, je m'excusais parce que je devais courir derrière le temps. En 1 heure de temps, c'est difficile de présenter tous ces topos. Donc, j'ai dû choisir pour être quand même dans le timing. Voilà un peu. Oui. Merci beaucoup, professeur Louyeye, pour cet exposé. J'ai été trahi par la connexion de temps en temps. Vraiment, j'ai suivi l'exposé de façon entrecoupée, mais l'essentiel, je l'ai capté. Merci beaucoup. Alors, le professeur Louyeye a parlé de ça. Vraiment, il nous a rafraîchi la mémoire. Il a d'abord commencé par faire un rappel sur l'anatomie. Il a insisté sur le système lymphatique. Il a parlé de 3 niveaux de ganglions, les ganglions sous-claviculaires, sus-claviculaires et les ganglions mammaires internes. C'est très important. Je me rappelle, moi aussi, quand je fais les échos, je suis toujours tous ces ganglions-là. C'est très important. Alors, le professeur Louyeye a parlé aussi, il a parlé aussi excusez-moi, il a parlé aussi il nous a fait un rappel, il a donné l'importance de l'anapathe dans la prise en charge diagnostique. Il nous a rappelé que l'anatomopathologiste, c'est lui qui fait la carte d'identité du cancer, parce qu'il fait la gradation, il a cité beaucoup de points, et surtout avec l'usage des marqueurs biologiques, et ça aide l'anatomopathologiste à faire la carte d'identité du cancer. Alors, il a parlé des pathologies. Je vous ai dit que je suis de façon entrecoupée. Il a parlé des pathologies, des pathologies. Il y a des pathologies bénignes, il y a des pathologies malignes. Les pathologies bénignes, nous les connaissons. Les pathologies malignes, nous les connaissons. Il a donné plusieurs modalités. Il a cité plusieurs pathologies malignes en insistant sur le carcinome intracanalaire qui constitue en fait 80% des tumeurs malignes du sein. Mais il y a aussi d'autres pathologies qui ne sont pas aussi courantes. Vous me recevez? Oui, très bien. Oui, très bien, Nancy, vas-y. Est-ce que vous me recevez? Oui, on te reçoit très bien. 5 sur 5. OK. Alors, elle a parlé des modalités d'imagerie, en commençant par la mammographie. Elle nous a rappelé, c'est très important, nous trouvons parfois des pathologies sans avoir critiqué l'examen. Les critères de réussite de la mammographie, c'est très important. Vous prenez le mamelon enfoui, vous voyez des nodules à la place du mamelon, alors que le mamelon doit être bien dégagé. C'est très important. Et puis, la visibilité du muscle pectoral, c'est très important. Il a vraiment mis un accent sur ça. Et puis, elle nous a parlé des pathologies, les images, où elle a parlé des masses et elle a décrit plusieurs types d'images et puis des classifications, plusieurs types de classifications aussi.
Et il y a même une classification pour les microcalcifications, la classification délégale. Ensuite, elle a parlé de la lecture des images, où il faut décrire d'abord, donner d'abord la densité du sein et puis décrire la lésion. Elle a donné beaucoup d'exemples, vraiment des moyens simples. Parfois, quand nous disons BI-RADS 1, BI-RADS 2, parfois on les dit sans savoir vraiment, mais elle a donné un moyen simple et faire le rapport entre le noir et le blanc. Vraiment, c'était très intéressant. Et puis, elle a insisté sur le fait que très souvent, les gens ont, les médecins qui demandent les examens, ils envoient les malades. Un sujet d'une jeune fille de 25 ans, il demande une mammographie. C'est nous, les radiologues, qui devons en fait, insister sur le fait que chez les moins de 40 ans, on ne peut pas faire la mammographie. Elle a vraiment insisté sur ça. Alors, enfin, le prof Yeye a parlé des autres types d'imagerie, à savoir l'échographie et l'IRM. Voilà un peu en survolant ce dont le professeur Yeye a parlé. Alors, je passe la parole au professeur Alex. Est-ce que le professeur Alex est là? Il m'entend? Professeur Alex, oui, je vous passe la parole, vous, en tant que spécialiste en gynécologie, oncologie, que vous avez sûrement beaucoup à dire, je suis sûre. Alors, je vous passe la parole. OK, merci pour la parole, Dr. Nancy. Merci, professeur Getty, pour votre brillant exposé. Comme tu l'as dit toi-même à la fin de ton exposé, il y a beaucoup à dire, on ne saura pas tout exposer ici au cours d'un tel forum, vu le temps limité. Je voulais revenir juste sur quelques petites notions et quelques exemples que vous avez avancés tout à l'heure. D'entrée de jeu, j'ai été vraiment attristé par ce cas-là où une consoeur à vous avait pratiqué une mastectomie avant même que le diagnostic histologique ne puisse revenir. C'est ici l'occasion pour insister sur le fait qu'on ne peut pas pratiquer un tel geste chirurgical, on ne peut pas prendre en charge une pathologie, de surcroît une pathologie tumorale, sans que le professeur Leboise n'ait dit son dernier mot. Vous comprenez par là qu'il faut absolument un diagnostic histologique avant d'entreprendre un tel geste chirurgical, qui d'ailleurs, lorsqu'il s'agit de cancer, a certaines particularités. Ce n'est pas n'importe quel praticien qui peut opérer une intervention à caractère oncologique parce qu'il y a des particularités. Et c'est ici où je reviens aussi sur la notion des marges que vous avez bien évoquées ici. Lorsqu'on opère un cancer, on tient toujours compte des marges des gens sur le plan chirurgical. Il y a un principe qui dit que lorsqu'on doit opérer une tumeur maligne, il faut aller en marge saine pour placer son incision. Et cela se fait en général à 1 ou 2 cm au-delà de la limite clinique de la tumeur en présence. Et tout ceci requiert donc de la dextérité, une sensibilisation du praticien qui est en train de prendre en charge un tel cas. Et ici, je reviens aussi sur la notion des ganglions. On ne peut pas prendre en charge une tumeur du sein sans en connaître le statut ganglionnaire, qui, de surcroît, fait partie intégrante de la stadification. On utilise la classification TNM, Tumor Node Metastasis, pour établir le stade d'une tumeur du sein.
Et donc, on ne peut pas y aller sans évaluer l'état des ganglions. Ceci peut se faire, doit se faire en pré-thérapeutique comme en post-thérapeutique. Après la chirurgie, l'évaluation des ganglions, c'est ce qu'on appelle la stadification chirurgicale. L'état des ganglions retirés lors de la chirurgie permet une stadification chirurgicale parce que la prise en charge adjuvante en dépend, dans ce sens que lorsque les ganglions sont nombreux ou envahis histologiquement, dans ce cas, une thérapie adjuvante est indispensable, obligatoire. Et cette thérapie adjuvante n'est pas se donner lorsque les ganglions sont négatifs ou pas envahis, surtout dans des contextes où on préconise, où la patiente ou le praticien peut faire le choix d'une chirurgie conservatrice, la tumorectomie. C'est ici aussi l'occasion de parler de choix chirurgical, parce qu'en matière de chirurgie du cancer, il y a soit la chirurgie conservatrice, la tumorectomie, soit la grande mastectomie, avec curage ganglionnaire absolument. On ne peut pas faire une mastectomie sans curage ganglionnaire parce qu'il faut une stadification chirurgicale et puis il faut évaluer l'état d'envahissement des ganglions parce que la prise en charge en dépend. Et donc, dans des contextes où on peut faire le ganglion sentinelle, c'est-à-dire avant de poser l'acte chirurgical, on évalue déjà l'état des ganglions pour voir si les ganglions sentinelles, c'est-à-dire les premiers ganglions qui se situent sur la chaîne lymphatique qui draine le sang. Si ces ganglions sont envahis, en ce moment-là, on peut faire la tumorectomie dans des milieux où c'est possible, mais qui doit être suivi absolument d'un traitement adjuvant. Le traitement adjuvant. Et dans ce cas-là, le curage axillaire est aussi préconisé parce que lorsque le ganglion sentinelle est envahi, ça prédit un risque de métastase ganglionnaire. Donc, dans ce cas, on doit faire le curage. Prof Mutombo, prière de revue votre micro. OK. Vous m'avez saisi? Oui, oui. Maintenant, vous attends. Je venais à peine de fermer ça pour donner la chance à tout le monde capable d'ouvrir. OK, merci. Et donc, je parlais de la stadification ganglionnaire qui est tout aussi importante et il faut absolument le faire. Pour ne pas monopoliser la parole, je vais aussi revenir sur la notion des marqueurs. Oui, effectivement, pour la prise en charge, les 4 marqueurs sont déjà indispensables, sont suffisants pour nous permettre d'adopter les choix thérapeutiques. Le prof Leboise pourra y revenir. Le professeur Leboise est là, oui, il va y revenir. Il est là. Oui, les récepteurs hormonaux, la progestérone et aux oestrogènes et le R2 sont suffisants dans la plupart des guidelines pour nous guider sur les options thérapeutiques. Il faut dire aussi que, comme vous l'avez dit, les tumeurs luminales sont des tumeurs où absolument il faut une hormonothérapie et dans certains milieux, selon certains guidelines, la chimiothérapie peut ne pas se donner dans ce cas-là. Et les tumeurs triple négatives, ce sont des tumeurs agressives qui n'expriment aucun récepteur et des mauvais pronostics qui ont tendance à métastaser très précocement, très facilement. Et les choix, dans ce cas, c'est souvent la chimiothérapie. Alors, je voulais dire aussi une chose sur le plan de la tumorigénèse même, parce que le professeur Louis venait de dire qu'il y avait risque de cancérisation de certaines cicatrices et qu'il fallait bien évaluer ce risque-là. Je voulais aussi dire que sur le plan de la tumorigénèse même, la démarcation entre les tumeurs bénignes et malignes est vraiment nette parce que le programme génétique à la base de l'éclosion d'une tumeur au niveau du sein peut être que soit la tumeur commence déjà sous un mode bénin ou alors
c'est des mutations génétiques et le programme génétique est déjà de type malin. Donc, je pense que ce n'est que très rarement, si pas, qu'un fibroadénome, par exemple, peut se cancériser parce que le programme génétique fait que dès le départ, l'orientation est vers une bénignité. Donc, le cancer, c'est une maladie vraiment génétique. C'est une maladie génétique à part entière actuellement parce qu'à la base, au départ, et même dans son évolution, c'est les mutations génétiques qui sont à la base de tous les phénomènes auxquels on assiste, les métastases, la néoangiogénèse, la taille tumorale. Encore qu'ici, il faut dire aussi que ce n'est pas la taille tumorale qui fait la gravité d'un cancer. Un cancer peut être de petite taille, mais avoir un programme génétique qui fait que c'est une tumeur, c'est un cancer vraiment agressif, qui envoie des métastases précocement, comme vous l'avez bien dit, avec les cas où on a des ganglions et des cancers occultes, donc un cancer qui ne se manifeste que plus tard après l'apparition des ganglions. Et souvent, ce sont des adénocarcinomes, comme vous l'avez si bien dit, et nous avons des cas comme ça en clinique. Pour finir, la particularité chez nous, c'est que les tumeurs, les cancers sont toujours découverts à des stades avancés. Ça, c'est une faille de notre programme de santé publique. Hein? Le dépistage organisé n'est pas de mise. Donc, nos tumeurs sont toujours... Oui, des tumeurs de grande taille, des tumeurs déjà évoluées, où nous faisons des macrobiopsies, et nous faisons des chirurgies vraiment radicales, des mastectomies en général. Nous ne faisons pas des tumorectomies ici. Vu le contexte, vu le profil de nos cancers, le profil des patients qui se présentent avec cancer, chez nous, la tumorectomie n'est pas de mise, surtout que la radiothérapie, et là, le professeur Leboise est en train de me suivre, la radiothérapie n'est pas accessible à tout le monde. Donc, on ne s'hasarde pas ici. Nous sommes vraiment radicaux, nous, les gynécologues, les chirurgiens, nous sommes radicaux, n'hésitez pas. Nous faisons la chirurgie radicale et je peux vous rassurer qu'avec déjà la chirurgie, une chirurgie bien faite par un praticien expérimenté permet déjà de sauver la personne à plus de 50%. Et même pour ce Louis, la microbiopsie que vous faites, je pense qu'il faut qu'elle soit faite par des personnes expérimentées. Hein? Comme vous, ce n'est pas tout le monde qui peut la faire. Parce qu'il y a quand même des taux de faux négatifs qui sont décrits. Donc, il faut bien localiser la zone. Il faut que ce soit une personne bien expérimentée pour bien prélever la lésion suspecte afin qu'on n'ait pas un faux négatif. Parce que quand on a un faux négatif, c'est un mauvais service qu'on rend et à la malade et au clinicien. Voilà ce que j'avais à dire à ce stade. Je vous remets la parole, Dr. Nancy. Merci, professeur Alex, pour cet apport enrichissant pour en rapport avec notre sujet. Alors, je me rends compte que le professeur Leboise est là. Est-ce que bonsoir, oui, il a demandé la parole. Il a demandé la parole, docteur, si tu peux lui donner. Oui, justement, je ne savais pas qu'il était là. Professeur Leboise, vous avez la parole. Professeur Leboise. Bonsoir. Merci, docteur Nancy. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, je vois, il y a plein de monde, presque 100. On était à 97 à un moment, et puis voilà. Déjà, bravo, hein, Dadi, ce que tu fais, professeur Mata, et puis tous les autres, Aran Vouda, et tous ceux qui sont en dehors d'ici. Et j'ai vu Madame Bibiane, Michel Wimba. J'espère qu'au mois de novembre, on va se voir. Alors, mon intervention, 2 aspects. Aspect un peu sociaux et puis aspect académique. Je tiens d'abord à dire merci au professeur Lié de l'invitation. Donc, je suis à Kikwit dans une mission. On est venu pour évaluer la faculté de médecine. Elle m'a appelé, donc je me suis isolé. Oui, là, je suis dans ma chambre, isolé pour suivre presque depuis plus d'1 heure
Mais je dois préparer la leçon de demain, mais je vais donner quand même mon point de vue. Donc, ce que vous faites, Dadi, et toute l'équipe de Socorad, vraiment, c'est une belle initiative et ça nous permet de mettre comme ça la formation continue en amont. Vous le savez, donc la faculté de médecine et tout ce qu'il y a comme instance, on fait un effort, donc AFMED dedans, on fait un effort pour que nous ayons quand même la pratique médicale d'un certain niveau, d'une certaine qualité. Donc, ce que Socorad fait, ça, c'est vraiment à encourager. Et particulièrement pour les topos d'aujourd'hui. Donc, comme vous savez, on est à 10 jours d'Octobre Rose, donc le mois dédié à la lutte contre le cancer du sein. Donc, ça tombe bien. Et moi, en tant que directeur du Centre national de lutte contre les cancers, je ne peux qu'encourager et peut-être demander à Socorad, particulièrement à Dadi, si on peut refaire ça un peu plus dans un format un peu plus autre, plus élargi au mois d'octobre. Alors, sur le plan pratique, s'il faut apporter peut-être des réponses à des interrogations que le professeur lui a soulevées lors de son topo. Premièrement, je vois le professeur Alex Moutombe est revenu. Il n'y a que 4 marqueurs. Ah ben non, on est bien au-delà. Les 4 marqueurs traditionnels, c'est vrai qu'on s'arrête à ces 4-là, mais nous sommes équipés à Kinshasa pour faire plus que ça. Particulièrement pour les cancers triple négatifs, on est équipé pour aller jusqu'à PD-1, PDL1, et vous savez, quand c'est pause, on peut prescrire les Tecentriq, parce que je vais dire un mot à la fin par rapport à la coopération avec Roche, on a les Tecentriq ici à Kinshasa. Donc, sur le plan pratique, il est hyper important de dire particulièrement aux jeunes médecins que la prise en charge du cancer infiltrant, des cancers tout court, le cancer du sein, que ce soit in situ ou infiltrant, il faut absolument que ce soit une prise en charge multidisciplinaire en équipe après une RCP. Donc, le professeur Moutombe, la semaine passée, on a commencé les concertations pour démarrer les RCP dans le cadre de la collaboration entre l'État congolais et Roche. Nous allons peut-être démarrer ça la semaine prochaine parce que je suis en dehors de Kinshasa. Mais c'est fait pour que tout ce qui a comme diagnostic des cancers passe à travers ces filtres-là des RCP pour qu'il y ait des indications collégiales et la prise en charge soit codifiée. Et de deux, nous avons de médicaments, aussi bien la chimiothérapie de base que la chimiothérapie ciblée, aujourd'hui à Kinshasa, pour environ 1000 malades. Je n'exagère pas, environ 1000 malades. Donc, le CNLC, le Centre national de lutte contre les cancers, vous savez, donc mise en place depuis le 7 novembre 2020, et aujourd'hui a reçu l'argent de l'État. On a passé de commande et les médicaments sont arrivés. On va faire donc comme ça là un lancement officiel parce que le ministre est en dehors du pays. Il est à New York, le ministre de la Santé. Donc on va faire le lancement officiel début octobre. Ça coïncide avec le Octobre Rose pour montrer aux gens que nous sommes équipés pour prendre en charge aussi bien sur le plan diagnostique que thérapeutique, un certain nombre de cancers, surtout les cancers du sein. J'insiste, on a le diagnostic aujourd'hui gratuit, donc la collaboration avec Roche. On fait la NAPAT gratuitement, on fait des immunos de base gratuitement, on donne des médicaments, la chimiothérapie de base et, professeur Luyeye, et la radiothérapie, là où il y a indication. On a contracté avec Nkanda. Nkanda va nous mettre son plateau technique, particulièrement l'appareil Alcyon, là, disponible pour accompagner les CNLC en attendant que l'État, comme vous le savez, on est en train de placer 2 bunkers à Mbujima et puis ici à Kinshasa, et très rapidement, dans les 18 mois, peut-être maximum 2 ans, ces 2 bunkers vont être opérationnels, dont le parc va augmenter. Donc, voilà un peu quelques informations que je peux apporter. Pour le reste, j'insiste, nous devons rester soudés, nous devons rester ensemble. Il est hors de question que chacun, dans son petit coin, prenne en charge les cancers, quelle que soit la spécialité qu'il emporte. Donc, nous devons nous mettre ensemble pour qu'il y ait des pôles. Pour les RCP, on a créé 4 pôles en fonction des districts de Kinshasa. On va démarrer aux cliniques universitaires, mais vite, on va aller vers le pôle Nganda, pôle Est, probablement à Mutombo Dikembe, et puis on verra un pôle un peu au centre pour que tout ce qu'il y a comme
cas de cancer diagnostiqué, vont entrer dans le circuit du patient qui sera bien éclairé par le CNETC et pour que le malade bénéficiant de décisions de RCP puisse avoir une prise en charge codifiée et aiguillée par le CNETC. Voilà les quelques informations que je voulais apporter. C'est vrai que je vis Dr Fabrice Pokambanja qui est avec moi, donc chef de division en APAT au CNETC, qui peut répondre à des questions, mais je donne encore un peu 5 minutes s'il y a des interrogations, ça ira. Voilà, je vous remets la parole. Merci beaucoup, Dr Nancy. Allô, allô, Dr Nancy, à vous la parole. Docteur Nancy, comme elle a des problèmes de connexion, peut-être qu'elle a... Bon, alors, peut-être qu'on va passer aux autres. S'il y a des... Dans le groupe, le docteur Michel, je ne sais pas si vous avez un mot à ajouter ou le docteur Maéché, tous les autres amis, hein, si vous avez un apport. Je crois qu'on a perdu docteur Nancy. Il est temps qu'elle revienne. Si dans le groupe, il y a quelqu'un qui a un ajout, hein, les radiologues ou les autres. Il y a des questions dans le chat box. D'abord, je voulais dire merci au professeur Leboisier pour sa contribution et surtout pour sa promptitude à répondre à l'invitation qui a été quand même tardive. Et je salue l'idée de reprendre ces topos peut-être à l'approche de la Journée internationale de la lutte contre le cancer. Si l'équipe qui prend en charge le sein peut nous aviser à temps, on prévoit un lundi juste avant, juste après cet événement. Je pense que pour joindre l'utile à l'agréable, à l'approche de ce genre de journée spéciale en médecine, c'est mieux que nos webinaires, le sujet de nos webinaires tourne autour de ces journées. Par exemple, la Journée internationale de VIH, on peut prévoir quelque chose dans ce sens-là. Comme ça, ça va dans le même sens. Et il y a des questions dans le chat box. Je vois Dr Patrick Bofumbo. Ah, je vois le Dr Michel Mouimba qui demande la parole. À vous, cher René. Bonsoir à tous. Je suis très heureux d'intervenir juste quelques minutes pour admirer la passion que vous avez, la chance que vous avez aujourd'hui de travailler en équipe à distance, bien que vous soyez éloignés les uns des autres. Hein. Nous n'avons pas eu cette chance hier, nous. Ce que je voulais vous dire, c'est compléter ce que disaient les professeurs Leboise. Je l'ai vu lors de quelques interventions à FMED, hein, il y a quelques années. C'est un garçon très brillant. J'ai beaucoup d'estime pour lui. Et j'ai les tuteurs qui m'excusent bien, on ne se connaît pas, mais j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il fait derrière le professeur Kalengai. Il a dit quelque chose de très important, vous devez travailler en équipe. On ne peut plus faire aujourd'hui de la cancérologie chacun dans son coin. C'est impossible. Et vous devez faire une école en imitant une certaine école. Nous travaillons comme l'école. On ne peut plus rien inventer aujourd'hui. Si vous voulez faire un dossier de cancéro, il faut à tout prix qu'il y ait un pathologiste, un radiologue, un oncologiste, un chirurgien qui va opérer. Et si vous ne vous mettez pas ensemble, il est impossible d'avoir des bons résultats. Moi, je ne fais que la gynéco-médicale. Je travaille dans une clinique à quelques mètres de l'Institut Gustave Roussy, à côté de quelques mètres de l'Institut Curie. Ce sont les deux grands centres de référence de cancérologie en France. Donc, je ne fais pas de la cancéro, mais j'ai fait de la gynéco-médicale. Toutes mes patientes, je regarde les calcifications à toutes les femmes. Tous les 2 ans, je leur demande. Ceux qui ont des antécédents de cancer dans la famille, ça signifie la sœur ou la mère. Je demande avant 50 ans une mammographie, une échographie mammaire tous les ans. Alors, ce que disait le professeur Louis, je crois, c'est la dame qui a fait un exposé très brillant, qu'on ne peut pas faire de mammographie avant l'âge de 40 ans. C'est ça, c'est ce qu'elle a dit, je crois. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'elle me suit? Oui, je vous entends. On vous entend, oui. Moi, en tant que gynéco-médical, je vous dis que moi, j'ai fait que la médecine anténatale. J'ai fait les malformations congénitales, les malformations à l'échographie, et j'ai fait que la gynéco-médicale. Toutes les femmes qui ont une sœur ou une mère qui a fait un cancer, on leur fait une mammographie systématique avant 50 ans. Parce qu'en France, c'est systématique à toutes les femmes
à partir de 50 ans, sauf chez celles qui ont eu un cancer chez la mère ou une sœur. Est-ce que vous préconisez, vous, de faire dans ce cas-là une échographie mammaire plutôt qu'une mammographie avant 50 ans? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une question juste au détour. Mais j'insiste sur le fait qu'il est inadmissible de faire la cancérologie aujourd'hui si vous ne mettez pas sur la même table une fois par mois, une fois tous les 15 jours, une fois par semaine, les chirurgiens, les pathologistes, les radiologues, le psychologue, le représentant de la patientèle, des gens qui représentent les patientes opérées. Et si vous ne faites pas ça, mon regretté ami et confrère Lomalisa l'a dit au docteur Soulou un jour à Lubumbashi, vous ne pouvez pas faire votre école à vous seul. Essayez de travailler ensemble pour avoir des bons résultats. Voilà, je ne vais pas monopoliser la parole. Je n'ai pas beaucoup d'expérience en cancéro. Je ne fais plus de cancéro. Je ne veux plus au staff des cancéros. Je suis en train juste d'admirer ce que vous faites. Chapeau à vous, les jeunes. Ne baissez pas le bras. Merci. Merci beaucoup, docteur Michel. Pour votre préoccupation, il y a un article que nous avons publié à la KUL. Ça se trouve, si vous regardez à PubMed, vous allez voir ça. Nous avons comparé les cancers des femmes congolaises avec les cancers des femmes blanches de type caucasien au niveau de la Flandre. Et le constat était celui que nous avons vu en comparant les études passées en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis, entre les femmes qui habitent là-bas, noires, et les femmes blanches de type caucasien. Le constat était le même avec notre étude, c'est que la femme noire, elle fait son cancer très tôt. Et nous avons l'âge chez nous qui était prépondérant, c'était entre 30 et 45 ans. Et donc, la question maintenant, c'était, si vous devez attendre, parce qu'en Europe, on fait les mammographies à partir de 50 ans. Donc, à 50 ans, les femmes reçoivent une lettre dans leur boîte pour aller faire les mammos. Et donc, nous disons, pour nous, en Afrique, si on attend 50 ans, mais les femmes, elles sont déjà mortes. C'est pourquoi nous, ici au Congo, avec le professeur Leboisier, nous avons déjà, depuis un certain temps, nous préconisons des mammographies avant 40 ans. Mais sauf, et ça, vous l'avez dit, vous avez tout à fait raison, pour les femmes qui ont une personne proche dans leur famille qui a fait le cancer. Par exemple, une femme, elle peut avoir 30 ans. Si sa maman directement a fait un cancer de sein, ou la tante, c'est-à-dire la sœur à son papa, en ce moment-là, cette femme va faire son dépistage plus tôt. Qu'est-ce que nous faisons? On pose la question à la femme, supposons que sa maman est morte à 54 ans. Je pense que vous, comme vous êtes clinicien, vous le savez, le cancer du sein, lorsqu'il est découvert, ça signifie que la masse a fait minimum 7 ans, minimum 8 ans d'ailleurs. De 8 ans, la masse est dans les seins, mais la femme n'a pas palpé. Donc, quand la femme vous dit qu'elle palpe une masse, la masse a minimum 2 cm. 15 mm à 20 mm, comme nous disons. Et donc, en ce moment, la femme palpe, mais le cancer des seins a commencé depuis longtemps. Alors, nous prenons 2 ans, les temps que la femme, nous disons que c'est les temps que la femme est allée faire des examens, voir les gynécos, ainsi de suite. Ça fait 10 ans. Alors, qu'est-ce que nous faisons ici, notre attitude au Congo, après tous ces constats? Lorsqu'une personne vient et que dans son... pour toutes les femmes qui viennent nous consulter, nous faisons toujours un protocole, on lui fait un protocole, un grand protocole, et on les fait en team. On a ici, heureusement au Congo, nous avons des teams de breast, Et donc, nous posons la question, la maman est morte. Elle est morte à quel âge? Elle est morte à 50 ans. Nous faisons donc 50 moins 15. Parce que nous disons, nous prenons une marge assez longue, assez grande, le temps qu'on se dit, si le cancer fait 8 ans et 10 ans le temps de l'avoir, alors à cette femme, nous lui disons, elle commence son dépistage à partir de 35 ans. Et une fois, j'ai vu une petite, quand elle est venue, elle s'est plaignée, elle avait une petite masse, un petit kyste dans son sein, elle avait 14 ans, mais sa maman était morte, elle n'a même pas vu sa maman est morte, elle avait encore 2 ans, sa maman est morte à l'âge de 28 ans. Vous comprenez que pour cette petite, si sa maman est morte à l'âge de 28 ans, c'est-à-dire qu'elle a commencé son cancer quand? Voilà, tout à fait. Donc, ici au Congo, vous avez tout à fait raison. Ici au Congo, nous préconisons de faire les dépistages plus tôt parce qu'on s'est dit que la femme doit faire son cancer très tôt et donc on n'a pas à attendre 50 ans. Nous préconisons qu'on fasse le dépistage à partir de 40 ans pour les femmes qui n'ont pas de personnes avec cancer dans la famille, mais pour celles qui ont des gens qui ont fait des cancers dans la famille, c'est du cas par cas et celles-là, on les prend un peu plus tôt. Une autre préoccupation à vous. Quand vous dites que vous faites des cancers de cas
de biopsie, de fait de mammographie chez une femme des femmes de moins âgées, de 20 ans. Mais je ne sais pas si je vais revenir à une image, docteur. Si vous faites, attendez, je vais la chercher cette image pour vous. Parce que si vous faites, le problème c'est lequel? Le sein de la jeune fille, oui, j'ai trouvé l'image. Voilà, j'ai trouvé l'image. Je ne sais pas si je réussirai à la partager. Il faut que je repartage mon écran. Parce que le problème, voilà, c'est là. Est-ce que vous l'avez? Vous l'avez déjà? Vous voyez mon image? Voilà, je l'image. Ok, c'est bon. Voilà. Alors, regardez, cette fille, elle a 16 ans. Cette fille ici, elle a 16 ans. Vous voyez, elle a 16 ans, je vous ai dit avec sa jambe. Regardez le sein qui n'est pas malade, le sein droit. Il est tout blanc. Or, les lésions cancéreuses, comme on a vu tout à l'heure, sont blanches aussi. Alors, dites-moi, un cancer blanc sur un sein blanc, vous passez à côté, vous ne la voyez pas. Vous ne le voyez pas. Je suis d'accord. Donc, c'est pourquoi c'est inutile chez des femmes de moins de 25 ans, parce que les femmes de moins de 30 ans, elles ont des seins comme ça, blancs. Ou, comme nous avons vu dans la densité, elles ont des seins qui sont 75% blancs. Et donc, quand la masse est petite, vous ne la voyez pas. C'est pourquoi, à cet âge-là, nous préconisons qu'on puisse plutôt commencer par l'échographie. Et si on a des raisons de faire une mammo, on cherche peut-être des microcalcifications, en ce moment-là, on va compléter avec une mammographie. Il y a d'ailleurs, je crois, il y a une discussion terrible aux États-Unis sur quel type de modalités faire pour le dépistage. Il y a des États qui ont adopté, depuis un certain temps, l'échographie comme moyen de dépistage. Moyen de dépistage, tout à fait. Voilà, l'échographie, parce que justement, les mammographies, ça ne marche pas chez les femmes jeunes, alors on ajoute comme moyen de Je suis d'accord. Voilà, je voulais juste vous remercier. Je ne veux pas monopoliser la parole. Professeur Luyeye, merci. Méditez cette phrase du professeur Alex. Nous ne faisons pas de tumorectomie, nous faisons des mastectomies. Le jour que vous ferez de la bonne prévention en écho ou en mammographie, le docteur Alex fera de tumorectomie et pas de mastectomie, et ça sera une victoire pour vous. N'oubliez pas ce qu'il a dit. Oui, mais le problème, c'est que maintenant, on fait encore… La jeune femme dont je vous parle, c'est un cas actuel pour le moment où je vous parle. Elle est au Sénégal. Au Sénégal, ils essaient de récupérer, mais qu'est-ce qu'ils vont récupérer? Parce que lorsqu'on a fait la mastectomie, les berges étaient infiltrées. Et donc, on a refermé ces berges sur de berges infiltrées. Et après quelques temps, elle est revenue nous voir parce que nous le suivons justement en équipe. C'était une patiente de Dr Batalans qui est le chirurgien oncologue du groupe. Et donc, la patiente est revenue. Cette femme avait été vue quelque part, je ne vais pas citer. Et donc, elle est revenue, mais la masse avait déjà repoussé. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi je voulais seulement vous interpeller, vous, les chirurgiens. Et là, c'est un problème purement chirurgical. Merci. Voilà. Un problème purement de technique chirurgicale dans ce cas-là. Oui. Alors, il y avait une autre question. Il y a docteur, un de nos collègues qui a demandé la différence entre, comment on fait une différence entre l'incidence oblique et l'incidence de profil. C'est très simple. Je vais essayer aussi de revenir à l'image. Je reviens à l'image. Voilà, c'est cette image-là. Je vais encore essayer de la partager. Comme ça, vous allez voir la différence. Voilà. Je pense, docteur, vous avez mon image. Regardez, vous voyez les incidences ici. Quand vous observez, vous allez voir que le muscle pectoral, la première incidence, c'est l'incidence crânio-caudale, c'est l'incidence de face. L'image, le rayon directeur devient d'en haut vers le bas. Et donc, c'est comme un cliché de face. Alors, on doit avoir un bout de muscle pectoral. Pour que les clichés soient réussis, on doit avoir un bout de muscle pectoral ici. Et comme nous avons dit, les radiologues le savent, en radiologie, la graisse est noire. Donc, si vous regardez bien cet espace, vous voyez voir que cet espace est noir. Ça signifie quoi? Ça signifie, c'est tout simplement, c'est là où se trouve la graisse qui entoure les lobules, c'est que nous appelons la zone de Tabar. Et donc, c'est un sein qui est bien pris en charge. On a bien pris toutes les données. Sinon, si on rate cette partie, on peut rater des cancers. Regardez maintenant l'incidence oblique externe. Le muscle pectoral qui est notre repère, regardez, on le voit jusqu'au plus bas. Et jusqu'au niveau du sillon mammaire, on voit le muscle qui descend. Quant au profil, regardez, il est pratiquement coupé vers le haut.
Et l'incidence de profil, c'est l'incidence qu'on fait soit chez les hommes, parce que c'est difficile de faire l'oblique chez les hommes, soit en follow-up des femmes qui ont déjà eu un cancer. Et quand on fait un follow-up, on le suit, ça ne sert à rien de faire crânio-caudal et oblique externe. Même si les rayons sont mous, on préfère faire carrément une incidence de profil, parce qu'en ce moment-là, on a une image plus ou moins globale. Mais l'image, le crânio-caudal et l'oblique fait le tour ou prend tout le tour. Donc, on peut se passer de profil. Si dès lors qu'on a le crânio-caudal et l'oblique, on a fait le tour du sein, on peut s'arrêter là. Et comme je l'ai dit, on va faire le profil. Vous allez observer le profil. Le muscle pectoral n'est pas aussi bien. Parce qu'en fait, malheureusement, je n'ai pas mis l'image, mais la personne est debout, il penche juste son bras pour prendre le profil. Alors que pour l'oblique, vous avez vu l'image que je montrais tout à l'heure, la femme est penchée. Je vais revenir à cette image, c'est mieux que je revienne à l'image, comme ça, vous allez le voir. La femme, c'est cette image ici. Là, voilà. Je ne sais pas si vous voyez cette image. Vous voyez, regardez comment on fait l'oblique. La femme, là, on fait le tour. Le rayon directeur est penché, entre par l'intérieur, et vous voyez le muscle pectoral, il est bien souligné jusque plus bas. Voilà un peu pour répondre à la question de notre ami qui nous avait demandé comment faire la différence entre l'incidence oblique et l'incidence de profil. Merci. Donc le profil, on ne le fait pas tout le temps, ce n'est pas important. Rien que quand on veut faire une seule incidence ou si c'est un homme qu'on examine. Bonsoir, professeur Louyeye. C'est Dr Mouri qui vous suit depuis les Comores. C'est juste pour vous saluer et vous féliciter de la présentation que vous avez faite. Et il y a M. l'abbé qui m'a mis en contact et qui m'a invité. Et j'ai suivi, c'est la première fois que j'ai su la présentation. Je serai avec vous tout le temps, chaque lundi, Inch'Allah. Docteur Nancy, je vous salue aussi et tout le monde. Bonsoir. Ben, je pense que, docteur Dadi, peut-être qu'on va arrêter là. Professeur Alex, comme c'est vous qui étiez co-présentateur, peut-être que je crois qu'on va arrêter là. On a pris assez de temps. Merci. Moi, je remercie tous ceux qui ont assisté. Nous avons partagé le peu que nous avions mis. Le professeur Mata nous a permis de discuter un peu sur ce qui concerne la CENO. Mais c'est sûr que nous n'avons pas tout dit parce que le temps était assez limité. Et comme on l'a dit, le professeur Leboise aussi l'a dit, à l'approche de la journée sur le cancer, le mois d'octobre, peut-être que nous reviendrons pour essayer de partager un peu plus sur ce qui concerne le cancer de sein. Je remercie tout le monde et merci. Merci beaucoup, professeur Louyeye, pour cette présentation. Et merci aussi au professeur Alex, professeur Leboise, docteur Michel Mouimba et les autres amis qui nous ont rejoints. Je pense que l'heure est vraiment avancée, même s'il est 18h moins. Là, je montre, vous voyez mon écran? Oui. Oui, là, je montre l'affiche pour le lundi prochain. Nous allons parler de l'imagerie du poumon du fœtus et de l'enfant. Comme on était sur la série du poumon, on va en profiter pour parler du poumon de l'enfant. On va commencer des malformations, les inflammations, tout ça, jusqu'aux tumeurs congénitales. Et nous serons avec Dr Vundaron, qui est chirurgien pédiatrique en Suisse, et Dr Angèle Mbong, on va faire la modération. Donc, on se voit le lundi prochain, si Dieu nous prête vie. Merci beaucoup et j'ai enregistré cette présentation. Dr Mata, Prof, excuse-moi, parce que c'est quand même une question importante. Oui? Je voulais quand même répondre à notre ami, oui, parce que la question, il dit comment différencier les pathologies tumorales malignes et les pathologies pulmonaires mammaires, en l'occurrence la TBC mammaire. Ici, ce n'est pas une pathologie pulmonaire. Et la TBC mammaire, je l'ai dit, lorsque nous, les radiologues, nous voyons les images, nous les classifions en BI-RAD, comme je l'avais dit. Et donc, vous avez une image en mammographie, par exemple, ou en échographie. En échographie, vous aurez une image hypoéchogène, donc noire, avec des contours mal circonscrits, grands axes parallèles à la peau. Vous, ce que vous allez seulement dire, c'est forte suspicion d'une lésion de type BI-RAD 4. Et donc, on doit faire une microbiopsie. C'est-à-dire que ce n'est pas à l'échographie ou en mammo qu'on dit directement que c'est une tuberculose mammaire. Donc, nous avons suspicion des lésions
Et maintenant, nous allons faire une microbiopsie éco-guidée. C'est à la microbiopsie qu'on va nous répondre. Ce n'est pas un cancer, c'est une tuberculose mammaire. Et donc, j'ai dit que c'est très important d'attirer l'attention de ceux qui examinent les patients, de ne pas d'emblée opérer ou couper des seins, si vous voulez, parce que la tuberculose, on sait que la tuberculose mammaire est signalée. Donc, il faut quand même que le radiologue ou même le gynécologue soit informé que la tuberculose mammaire existe parmi les pathologies mammaires. C'est comme au niveau des trompes où nous avons la tuberculose des trompes qui est une de fréquentes causes de stérilité. Et je crois que dans le cadre de l'imagerie de la femme, peut-être que le professeur Matt nous donnera aussi une occasion plus tard pour que nous puissions revenir sur la classification FIGO ou sur les lésions de l'utérus au niveau de l'imagerie. Merci. Je crois que peut-être maintenant on peut partir. Ah, oui, merci beaucoup, Yacheti. Bonsoir, Dr. Mouri, depuis les Comores. Waouh! Dr. Mouri, depuis les Comores. Waouh! OK. Bon, Yacheti, je crois qu'on s'arrête là. Si vous voulez faire la deuxième partie, vous me dites avant. Comme ça, on va voir. Parce qu'après le poumon, on va aller à l'abdomen. Et puis, on va aller à l'imagerie de la femme. Et à la même occasion, on va ramasser les autres cancers de la femme. Et peut-être qu'on vous donnera encore la parole de revenir avec l'équipe gynécologique. Donc, on se voit le lundi prochain. Bye bye. Bye bye. Merci, c'était magnifique. Merci beaucoup. Merci. C'était très bien.